France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est votre talk de fin d'après-midi qui démarre jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner monsieur Akli Benouli. Comment ça va monsieur Akli? Bien, et vous Christophe, comment allez-vous? Impeccable. Comment vont nos auditrices et auditeurs toujours fidèles? Ils vont très bien, Akli Benouli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil, président de l'espace franco-algérien. Bien sûr, pour nous accompagner, commenter l'actualité riche. Encore une fois aujourd'hui, nous parlerons et nous nous rendrons à Washington. Nous parlons de ce changement au ministère de la Justice. Donald Trump remplace l'IS qui refusait de faire appliquer le décret anti-immigration signé vendredi par le président américain. Texte contesté aux États-Unis comme au-delà de ses frontières d'ailleurs. Un texte qui touche aux valeurs fondamentales du pays. A poussé Barack Obama d'ailleurs de sortir de sa récente retraite. On parlera aussi de ce massacre qui est survenu dimanche dernier à Québec. Un suspect a été arrêté. Massacre de 6 fidèles musulmans. Donc ça s'est passé dimanche soir dans une mosquée de Québec. L'homme écroué est un étudiant qui ne cachait pas ses idées nationalistes et identitaires. Et nous parlerons aussi, bien sûr, de Benoît Hamon tout à l'heure. Benoît Hamon qui a rencontré d'ailleurs le Premier ministre hier et qui rencontrera le président de la République jeudi matin. Donc pour cette question à laquelle on va tenter de répondre, mon cher ami Akli, Benoît Hamon peut-il devenir le futur président de la République française? On y reviendra, on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Dans la dernière partie, évidemment, les événements qu'il ne fallait pas rater en ce 31 janvier. Bien sûr avec notre ami Amar et puis le journal de la Cannes, la télé, les programmes tout à l'heure. Et en coup de cœur, je suis sûr que vous connaissez mon cher ami Akli. Tiens, écoutez. Alors, on connaît? J'ai pas mis le casque. Ah bah oui, faut mettre le casque mon ami, c'est le minimum pour faire de la radio ça. Abdelkader Meksa. C'est Meksa qui revient, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Bah oui, Abdelkader Meksa, donc avec cette chanson Hamzar que nous écouterons en guise de coup de cœur sur France Maghreb 2. Écoutez, c'est pas mal hein. De la bonne chanson Tarbel et tout à l'heure donc. Très poétique. Ah oui, absolument. On l'écoutera évidemment tout à l'heure en fin d'émission en guise de coup de cœur, mais pour l'heure et pour commencer cette émission, voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec cet hommage rendu par les Québécois aux 6 musulmans tués dans l'attentat terroriste de dimanche dernier. Derrière cette bannière, appelant à la solidarité avec les musulmans, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, des responsables québécois et des milliers d'anonymes. Tous ont bravé les moins 15 degrés qui s'étaient abattus sur la ville de Québec hier soir pour rendre hommage aux 6 fidèles musulmans tués en pleine prière dimanche. 8 autres personnes avaient été blessées dans le centre culturel islamique de Québec. C'est très difficile pour nous tous, que l'on soit musulman ou pas, dit cette jeune femme, parce que si vous êtes capable de tuer une personne, vous n'êtes pas humain. Il n'y a pas d'humanité dans votre cœur. L'auteur de l'attaque, un étudiant en sciences politiques de 27 ans, s'est rendu à la police. 11 chefs d'inculpation ont été portés contre lui. Ils correspondent au meurtre avec préméditation et aux tentatives de meurtre sur les blessés. Alexandre Bissonnette, qui étudiait et vivait à côté de la mosquée, était connu pour ses prises de position nationalistes. Il pourrait aussi être inculpé pour terrorisme. Politique à présent, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, a reçu le nouveau candidat qui a été désigné par les Français dimanche soir pour représenter la gauche à l'élection présidentielle, Benoît Hamon. Il donc apporte son soutien, mais à des conditions. La gauche s'inscrit dans une histoire. Elle porte des valeurs et un message de progrès. Il y a toujours eu des différences en son sein qui ne l'ont jamais empêché de se rassembler sur l'essentiel. Et il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans union, sans démarche collective et claire. La gauche gagnera en 2017 si elle sait rassembler et inscrire son projet dans notre identité commune. Elle ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers des progrès qu'il aura grandement contribué à rendre possible.
Réaction de Benoît Hamon à ces exigences de Bernard Cazeneuve. Je maintiendrai le cap de ce que j'ai dit. Il n'y a pas un programme pour les primaires et un programme pour les présidentielles et on en changerait, ce qui serait absolument absurde. Donc je maintiens le cap que je propose. Évidemment que je m'enrichirai des contributions des uns et des autres. Si on rassemble la gauche, c'est pour s'enrichir de l'apport des personnalités qui vous rejoignent. Je l'ai dit, je revendique un nous et dans ce nous, j'englobe évidemment la place éminente qui est celle de ceux qui n'ont pas forcément choisi ma candidature, ni au premier ni au second tour, mais qui aujourd'hui auront une place évidemment éminente dans le rassemblement que je souhaite opérer. Et pour finir justement, Benoît Hamon y faisait référence, il y a des députés qui ne souhaitent pas donc soutenir Benoît Hamon à l'image de Gilles Savary. Je défendais la politique gouvernementale. Comment est-ce que je peux aujourd'hui aller derrière un candidat qui est en rupture avec cette politique gouvernementale ? Voilà, le message est clair. D'ailleurs, ils sont 2 députés à avoir signé une tribune dans Le Monde aujourd'hui, à voir, qui en fait refusent donc de suivre Benoît Hamon. Peut-être vont-ils rejoindre, comme beaucoup le bruit l'indique, Emmanuel Macron, quelques soutiens de Valls donc qui pourraient quitter le navire pour aller rejoindre Macron. Voilà, on verra en tout cas s'ils seront nombreux ou pas, et est-ce qu'il va y avoir une espèce d'implosion au sein du Parti Socialiste. On verra tout cela évidemment avec vous, mon cher ami Akli, et chers amis auditeurs. De quoi allons-nous parler avec toi tout à l'heure dans ton avis tranché, Akli ? Effectivement, d'exister ou être utile. C'est le militantisme. Aujourd'hui, on voit différentes formes et j'avais envie de rendre un clin d'œil aux vrais militants, ceux qui se battent pour des causes justes et qui sont utiles et non futiles. Et Christophe, tout à l'heure, j'ai dit, ça revient parce que il revient, enfin, la chanson de ça, parce que c'est quelqu'un qui est mort très jeune, et donc que les gens connaissent peu, parce qu'il est décédé quand même à l'âge de 34 ans, et c'était mon voisin à Créteil, quand il est décédé en 88. Ah ouais. Il est de Créteil, il est décédé à Créteil en 88, oui. Ouais. Et donc, comme il est mort très jeune, c'est pour ça que je disais, les gens le redécouvrent, ça, il revient, quoi, un peu, avec des nouvelles, avec ses anciennes chansons, enfin, pour les gens, c'est ça, parce que tout à l'heure, les gens avaient pu croire que je pensais qu'il revenait sur la scène. Non. Voilà. Il est décédé, le pauvre, paix à son âme en 88. Voilà. Et, parce qu'il est originaire de Mira, en Algérie, en Kabylie. Très bien. Voilà. Et ton coup de cœur, Akli ? Mon coup de cœur, c'est alors juste avant que mon coup de cœur, justement, c'est sur toutes ces associations qui se battent aujourd'hui et qui travaillent, comme j'avais fait la dernière fois par rapport au concert de solidarité, toutes ces associations qui travaillent auprès des plus démunis sur les maraudes, etc. Donc c'est un coup de cœur un peu général. Très bien. Pour ces associations. Et puis aussi annoncer notre ami Mounji du Cri de Marseille organise ce soir à 18h demain sur le Vieux-Port. C'est le premier, c'est demain. Demain ? Oui. Ah, c'est demain, ouais, on n'est pas le premier aujourd'hui ? Non, on est le 31. Oh là là, je commence à fatiguer. Excuse-moi, Mounji. Demain, le premier à 18h sur le Vieux-Port, un rassemblement contre le terrorisme. Je pense que c'est bien que les gens se mobilisent et qu'ils affichent clairement que le terrorisme, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos postures politiques, quels que soient nos engagements, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas transiger, c'est le terrorisme aveugle, et quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas demandé, vous avez vu qu'en tant que musulman, j'ai pas demandé, même si je suis croyant, mais je le dis parce qu'on assigne tellement à résidence, j'ai pas demandé aux chrétiens de se justifier ou de se désolidariser, parce qu'Alexandre apparemment il serait chrétien. Je demande pas aux chrétiens de se désolidariser parce que nous on fait pas d'amalgame, on essaye surtout pas de créer des amalgames. Un terroriste n'a ni religion, ni origine, ni quoi que ce soit. C'est un terroriste, c'est un terroriste et c'est quelqu'un qui cause effectivement du tort à tout le monde. Effectivement, et puisque tu parlais de rassemblement, il y en a un aussi prévu à Paris devant l'ambassade américaine demain à 18h30, je crois, oui, 18h30. Pour protester contre les nouvelles mesures et décrets signés par Donald Trump. Justement, on va en parler de Donald Trump dans un instant, parce que ça fait à peine 10 jours là qu'il est président officiel des États-Unis, institué donc président des États-Unis, et en une semaine il s'en est passé des choses et ça continue. Les réactions à l'échelle internationale suite à ces nouvelles mesures et décrets signés commencent à se faire entendre, et ceux qui sont pas d'accord avec lui, ils sont tout simplement licenciés, limogés, à l'image de la ministre de la Justice qui ne voulait pas signer, et c'est direction la porte. Donc à quoi ressemble cette nouvelle administration américaine ? On va essayer de se poser la question et d'essayer d'y répondre, surtout dans un instant. Ne bougez pas avec vous au 01 40 33 9000. Je vous rappelle également à 17h30 notre j'aime ou j'aime pas. Et puis entre 40 et 50, notre libre antenne. Tout à l'heure, bien sûr, vous pourrez nous dire ce que vous voulez comme chaque jour. La
démocratie participative. Comme à chaque fois, prénom et ville d'appel et un petit message à passer. Vous n'hésiterez pas donc tout à l'heure entre 40 et 50 de 17h de nous appeler au 01 40 33 9000 de toute la planète Terre, à l'image de vendredi dernier. Nous étions aux États-Unis, je crois que t'étais là d'ailleurs, mon ami Akli, non? Quoi? T'étais là vendredi, non? Vendredi, oui, tout à fait. Oui, on a eu un appel des États-Unis, tu te rappelles? Oui, voilà. exactement, oui, c'est vrai. Hamid, que l'on salue d'ailleurs, qui nous écoute. À tout de suite pour la suite de ce LGF sur France Maghreb 2 avec Monsieur Akli Meloui. Comment va l'espace franco-algérien? Très bien. Écoutez, très bien, on a, bon. enfin, c'est les 10 ans, là, vous savez que ça fait 10 ans que l'espace existe, et donc, voilà, et comme c'est les 10 ans, comme je l'ai annoncé à Marseille lors des vœux, j'ai fait 2 fois 5 ans, il faut pas faire trop de cumul, ni dans le temps, donc on va avoir, j'espère, un jeune président, de cette année, donc, c'est bien. Vous avez fait 2 mandats, donc? Eh oui, j'ai fait, enfin, ça fait 10 ans, donc je suis, à chaque fois on me dit attends un peu, et donc là, j'aurais dit 10 ans, baraquette, quoi, je vais pas attendre encore un peu, parce que sinon ça ferait un petit peu, limite, vous voyez, quelques autres régimes. Donc, 2 mandats, je pense que 10 ans, faut que ce soit le maximum, y compris quand on a un jeune. Je pense qu'il faut, au-delà de 10 ans, ça permet de bâtir, d'apporter sa contribution. Mais après, je pense qu'il faut laisser la place à d'autres. Et par contre, c'est pas un recul ou un retrait. Je serai toujours très actif auprès de la nouvelle équipe pour apporter. C'est ça l'utilité. Non, mais le record à battre, c'est 4 mandats comme Bouteflika. Merci beaucoup, Akli, à tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec Monsieur Akli Meloui qui est avec nous aujourd'hui, président de l'espace franco-algérien, mais aussi adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Bonneuil qui se situe en banlieue parisienne, pour ceux qui ne savent pas. Ben non, mais il y en a qui ne savent pas, mon cher ami. Attendez, il y en a qui nous écoutent à la campagne, hein. Bonneuil, on sait pas. Bonneuil-sur-Marne, dans le 94. Même moi, je connais pas, c'est pour te dire. Ah bah, merci Christophe. Ça touche Créteil. Oui, voilà. J'ai dit mon voisin tout à l'heure. Oui, c'est ça. 01 40 33 9000. Alors pour parler de quoi? Pour parler de Donald Trump, hein, toujours et encore. Est-ce que il avait promis pourtant de laisser ses ministres décider en conscience, mais dès hier, Donald Trump a repris à sa parole et renvoyé la ministre par intérim de la Justice. Derrière cette décision, Akli, il y a ce texte qui depuis 3 jours agite le monde entier, décret anti-immigration signé vendredi soir par le président des États-Unis et qui restreint donc les conditions d'accès au territoire américain. Un texte que la ministre démise de ses fonctions refusait de signer. Alors, comment faut-il interpréter déjà ce premier acte, premier round? Oui, je crois qu'il faut interpréter que déjà que Trump pourra pas faire ce qu'il veut et que ce genre de diktat il pourra pas le répéter régulièrement parce qu'au bout d'un moment ça va commencer à fessurer. Je pense pas que il ira avec ce genre de posture jusqu'à la fin de son mandat. L'autre élément, ce qui est inquiétant, c'est les positions que prend Trump, mais aussi c'est les positions que prennent les compagnies aériennes. J'ai appris qu'Air France avait refusé d'embarquer certaines personnes parce que ils anticipaient les décisions américaines. Ça, c'est encore plus grave parce que je pense que des États prennent des mesures, c'est leur droit, même si on peut les contester, il faut qu'elles soient constitutionnelles parce que c'est aussi ça, il faut que ce soit constitutionnel, mais que des compagnies comme Air France ou d'autres privées décident de qui elles embarquent pas, ça commence à devenir une dérive très inquiétante. Elle avait déclaré, cette ministre, pour le moment, je ne suis pas convaincu que ce décret soit légal. Et donc, écrit l'ancienne numéro 2 du ministre de la Justice dans une note interne, une prise de position qui a provoqué donc la colère du président Donald Trump. La sanction n'a pas tardé. La haute fonctionnaire qui a assuré l'intérim au ministère a été licenciée sur le champ. Explication de la Maison Blanche, elle a trahi le département de la justice en refusant d'appliquer un décret destiné donc à protéger les citoyens des États-Unis. Voilà un petit peu la version officielle. Hein. Ouais, sauf que si c'est pas constitutionnel, elle a bien fait de le faire et c'est bien parce que ça montre que je vous dis, c'est ce que je disais préalable, ça montre que Trump pourra pas faire tout et n'importe quoi. Là, il fait un acte d'autorité, s'il pourra pas le renouveler régulièrement, quoi. C'est ça la chose. Vous savez, c'est du one shot, ce genre de situation. Donc, faut faire attention à force de faire des petites crises comme ça et de limoger tous ceux qui obtempèrent pas et tout. À un moment donné, vous fissurez l'édifice et ça peut prendre des tournures assez dramatiques pour les Américains et pour le monde. Oui, mais cela dit, un nouveau ministre donc de la Justice par intérim a été désigné dans la foulée. Il s'agit de Donald Bretton. Il a déjà fait savoir qu'il défendait les ordres donnés par le président. Et aujourd'hui, le Sénat pourrait confirmer James Bretton en tant que nouveau ministre de la Justice. En attendant donc que Donald Trump continue à placer ses hommes à des postes clés.
Après avoir limogé donc cette ministre, il a choisi également un nouveau président, un nouveau chef pour le service de l'immigration et des douanes, donc un ancien fonctionnaire de ce service qui, selon le Washington Post, est déjà connu pour son zèle dans l'expulsion des immigrés illégaux. Donc finalement, il est cohérent pour l'instant. C'est ça que je veux te dire, Akli. Oui, non, mais ça, que lui soit cohérent, c'est une chose. Après, la question, c'est jusqu'où il peut aller dans la mise en œuvre de sa politique et de ce qu'il a annoncé, parce que c'est contraire aux principes, y compris des États-Unis, qui sont pas pourtant, qui font beaucoup de protectionnisme, mais quand même qui le font des fois avec subtilité. Avec l'éléphant dans le magasin de porcelaine, ça risque à un moment donné de faire peut-être beaucoup de vaisselle cassée, hein. Bon, Ouais. donc c'est ce qu'il faut attendre de voir, et je vois bien que même Obama, je crois, est sorti de sa réserve rapidement. Donc il va y avoir quand même des voix. Je pense qu'il y a quand même quelques humanistes aux États-Unis qui vont commencer à grincer les dents. Eh ben justement, tu fais bien de le dire, parce que même si Donald Trump affirme que tout se passe bien avec très peu de problèmes, eh bien la contestation de ces décisions ne se limite pas à l'étranger. Le responsable de la justice d'État de Washington réclame l'arrêt immédiat de l'application du décret. Il a porté plainte d'ailleurs. D'autres États comme la Californie pourraient suivre. Procédures judiciaires individuelles aussi qui sont engagées. À New York, dans les principaux aéroports du pays, sont maintenant aussi les avocats qui sont en première ligne. 4000 volontaires ont investi les aérogares pour offrir une aide juridique aux ressortissants des pays concernés par la mesure. Des nouvelles orientations de la Maison-Blanche, donc, qui ont des conséquences internationales. On le disait, avec par exemple Mexico, qui attend des excuses aussi d'Israël pour avoir soutenu le mur que Donald Trump veut construire à sa frontière sud. Le Mexique, qui face au projet de Washington de remettre en cause le traité de libre-échange nord-américain, l'ENA, eh bien, enjoint le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, pour affirmer, eh bien, là aussi, la solidarité qui va de faille avec tout cela. Donc, vous voyez, là, ça se mobilise. Les avocats, donc, qui décident donc également de se joindre à la colère, j'allais dire internationale, pour aider les pays, les migrants des pays concernés. Donc la contestation est bel et bien au rendez-vous, et dans toute l'Amérique et à l'échelle internationale. Et il faut s'en féliciter peut-être, je sais pas moi. Bien sûr qu'il faut se féliciter que des gens se mobilisent pour commencer. Il faut se féliciter aussi que le Mexique ne se laisse pas faire. Il faut que d'autres pays aussi s'activent. Je pense que quand il y a effectivement des injustices qui sont criantes, il est bien que des citoyens se mobilisent. Et moi, je les félicite. Et effectivement, il y aura, je sais qu'il y aura d'autres personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses qui doivent être contraires aux principes universels, quoi. Alors on va accueillir un peu nos auditeurs au 01 40 33 9000 hein, pour parler un petit peu de tout cela. Et Donald Trump, bien sûr, président qui pour l'instant fait un peu ce qu'il avait promis en tout cas. On y revient avec vous au 01 40 33 9000. Jamila, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir aussi à vos auditeurs, auditrices et les invités aussi, vos invités. En parlant de Daniel Trump, Donald Trump, vraiment, ça donne la chair de poule. Comme ça, par curiosité, je suis allée voir l'arbre généalogique de cet individu, de cette personne, parce que je trouve bizarre. C'est vraiment, ça se prononce mal. Alors, à ma surprise, c'était quoi? C'est un immigré, son grand-père paternel, il est d'origine allemande. Et sa mère, elle est écossaise. Oui. Et alors? Et alors, ça veut dire comment ça se fait que ce qu'on appelle une personne qui est issue d'une migration, anciennement, il porte cette haine, que ce soit pour une religion ou des individus qui sont des Mexicains ou autres. Je vous rassure. C'est-à-dire, il est en train de mettre tout le monde entier, à aller savoir qu'est-ce qui peut nous sortir plus tard. Je vous rassure, c'est ça qui m'inquiète. Je vous rassure, être d'origine étrangère ne protège pas de la bêtise. Vous avez qu'à voir, nous dans le Sud, on en a certains, les Ciotti, les Osier, d'autres, qui effectivement tiennent des propos limites, voire racistes, et que personne poursuit. Donc c'est pas parce qu'on est d'origine étrangère qu'on est forcément plus ouvert. Il y en a dans les partis, je vous rassure, il y a des fascistes aussi, et des racistes, y compris qui sont issus de l'immigration. Bien sûr, ouais, bah oui, Non, c'est mais surtout, cher ami, parce que moi, ce qui m'inquiète, ça veut dire s'il y avait dans le beau vieux temps Monsieur Hitler qui a fait à nos cousins, les Juifs, le massacre terrible, et qu'on nous reproche là, les gens qui passent de gauche-droite dans les télévisions pour dire allez, abat les Maghrébins. Alors que nous, les Maghrébins, qu'ils étaient ce qu'on appelle la main
pour nos cousins des Juifs. Et aujourd'hui, un autre qui sort, qui est contre cette religion qui est l'islam, ça veut dire on voit. Hier c'était la religion juive, aujourd'hui les musulmans, et demain il va nous sortir quoi. Merci Jamila, merci beaucoup pour votre appel, voilà, pour avoir pris le temps d'avoir effectué la recherche de l'arbre généalogique de Donald Trump. Mais encore une fois, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie Ça d'avoir des origines. pas, non, ça pas du tout. Ça vaccine pas contre la connerie, ça c'est sûr. Karim. Oui, bonsoir. Comment tu vas, Christophe? Ça va très bien, Karim. Ça va, Akli? Ouais, salut Karim. De toute façon, moi, bien sûr, je suis choqué, mais ce qui me choque encore plus, c'est la non-réaction des pays musulmans. Quand je pense que la France et l'Allemagne ont plus protesté que les concernés eux-mêmes. Et donc ça vient confirmer ce que je vous ai toujours dit, c'est que l'Arabie Saoudite est le poison du monde musulman, parce qu'elle vient de s'entendre avec justement les États-Unis pour fracasser l'Iran, quoi. Encore Karim, une fois. ils sont pas seuls, hein. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite tout seul, ils sont quelques-uns autour d'elle, hein, des pays. Non, d'accord, oui, mais moi, Les pays du Golfe, c'est la tête du serpent, ça, l'Arabie Saoudite. Les autres, c'est des anneaux. Et si tu veux, moi, ce qui m'absorbe, moi, je sais pas, normalement, je sais pas, si demain on disait on interdit les lapins de rentrer aux États-Unis, je suis sûr qu'ils s'uniraient pour se défendre. Moi, je comprends pas pourquoi enfin bon, si je comprends, moi, je sais très bien que ces gens-là ne sont pas au service de leur peuple. Ils sont mais pour en revenir aussi aux attentats là du Canada, je suis extrêmement choqué. T'as raison, Akli. Il n'y a aucun musulman qui a dit que je demande à la communauté chrétienne de descendre, s'excuser, etc. Mais par contre, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est la réaction du peuple canadien, qu'on n'aurait jamais vu une telle solidarité. Absolument. Ils ont sorti tous dans les rues à moins 15 degrés. Tu l'as bien fait de le préciser. On voit bien quand même que le peuple canadien est dans une autre démarche et ils sont vraiment et même les politiques d'ailleurs, hein. Ils sont pas, oui, mais si tu veux, ils ont pas de Zemmour, de Finkielkraut, de Welbeck, de Golnadel qui vient tous les jours leur dire qu'ils sont en danger, que les musulmans sont en train de les ruiner, leur sucer le sang, ils vont bientôt, tu comprends? Il n'y a pas de lavage de cerveau à ce point. C'est marrant qu'ils oublient que vous savez que pendant effectivement la période nazie et tout ça, ils oublient le rôle qu'ont joué les pays musulmans, notamment du Maghreb, dans la protection de la communauté juive, etc. Ça, on l'oublie, on le balaye d'un trait. On est en train d'essayer de réécrire l'histoire et je sais pas à quel but. Et ces gens-là, ils créent justement la tension. Ces gens-là, ce sont des alliés objectifs de tous ces gens qui voudraient le chaos. Et ça, personne ne dénonce. C'est hallucinant quand même. Ils ont même des tribunes. Et puis je voudrais, je sais que c'est pas le jour, Akli, mais si jamais tu pouvais en dire un mot, ça m'arrangerait, parce que j'aimerais avoir ton opinion. Parce que je sais que tu travailles beaucoup dans les relations, pas que franco-algériennes. D'ailleurs, tu travailles dans le rapprochement entre l'Europe et l'Algérie, parce qu'un jour t'en avais parlé. Je voudrais te demander quelque chose, parce que je me méfie beaucoup de la propagande algérienne. Moi, je regarde souvent le journal du journal algérien, tu sais, sur le canal Algérie le soir. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai l'impression, ce que je vois et ce que j'entends, mais j'ai l'impression que, je sais pas, l'Algérie, c'est un immense chantier. On nous renvoie des routes, des ponts, des infrastructures, des découvertes de gisements, etc. Mais on a l'impression, mais s'il y a tout ça, s'il y a autant de travail que ça, s'il y a autant de découvertes que ça, comment se fait-il qu'il y a encore toujours la fuite de la main-d'œuvre et des cerveaux? Moi, je comprends pas. Quand on regarde, ils sont tous là à dire oui, on manque de main-d'œuvre, on manque de ceci, alors qu'apparemment, quand on regarde, t'as l'impression que c'est l'Eldorado. Il y a tout en Algérie. Il y a absolument tout. Là où tu as raison, Karim, c'est qu'il y a tout. Non, mais tu as raison, il y a tout, il y a les moyens. On a un sous-sol qui n'a pas été fouillé. C'est un pays qui est très riche, l'Algérie. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens ne travaillent pas. C'est-à-dire que c'est une culture de bâtir. Et donc, on a les gens, et tu le sais bien, les Algériens, les premiers, quand ils te disent, ouais, moi j'ai ma part du pétrole, quoi. Donc, c'est un dû. Et donc, du coup, on a oublié l'industrialisation. Le pétrole, c'est une chance pour l'Algérie, et en même temps, c'est un peu une malédiction, parce que du coup, ça nous a empêché de travailler sur l'industrie. Et aujourd'hui, on est en train de monter des choses, et tu le disais, c'est la diaspora qui se mobilise pour essayer, même si c'est difficile, parce qu'en réalité on veut pas tout à fait de nous, c'est toujours le même jeu de dupes, mais on l'a vu avec l'article 51 devenu 63, où à chaque fois dès qu'on peut, on devient le bouc émissaire. Mais nous, il faut continuer, parce que l'intérêt, c'est que l'Algérie, elle appartient pas à tel ou tel, l'Algérie appartient au peuple algérien, donc c'est vrai que construire ce pays, c'est aussi, le pire, c'est que même pour la France et pour l'Europe, c'est un pays, la Méditerranée est le levier économique de l'Europe. C'est là où l'avenir
est, avec l'Afrique derrière. Et donc on est la porte d'entrée. Et donc cet axe doit se mettre en place. Et c'est l'intérêt des peuples de la Méditerranée de contribuer à ce développement. C'est pour ça, c'est au-delà de nos attachements au pays d'origine, c'est d'intérêt général de travailler à ce que la Méditerranée retrouve. Tu sais bien que ça a été le bassin le plus prospère entre le XIIe et le XIVe siècle. C'était un lieu d'échange, tout ça. Il faut retrouver ça. On ne peut pas accepter que la Méditerranée devienne un mouroir de ceux qui fuient la misère, qui fuient la violence, qui fuient tout ça. On ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut se battre, il faut se mobiliser. Et, bien sûr qu'on sera critiqué. Vous allez là, qu'est-ce que vous avez comme intérêt? C'est pas grave. Il y a que ceux qui font qu'on critique. Et je pense qu'il faut y aller. Et là où tu as raison, c'est vrai que l'Algérie c'est un Eldorado. C'est pas le Far West. Faut faire attention parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont faire la ruée vers l'or et gagner de l'argent. Il faut travailler, il faut construire. Il y a des règles. Mais en même temps, c'est vrai que les Algériens, eh bien, ils sont et la diaspora est pas assez bien intégrée dans ce processus. Merci Karim. Merci pour ta réponse, merci, c'est sympa. Merci à toi, Allez, à bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, on revient à Donald Trump parce que c'est lui dont on parle. Jusqu'où peut-il aller finalement? Et peut-il faire vraiment ce qu'il a promis auprès des Américains sans aucun problème? Parce que pour lui tout va bien, hein, il n'a pas de problème, tout se passe bien. Il fait respecter justement ce qu'il souhaite pour assurer la sécurité, dit-il, des Américains, sauf qu'il y a quand même quelques problèmes de justice et de droit. Et oui, mais ça va être très compliqué pour lui. C'est un peu la même question, c'est le même problème un peu qu'on a avec l'état d'urgence, quoi. On ne peut pas restreindre nos libertés pour des questions de sécurité. Ça va de pair. La sécurité, c'est pas la restriction des libertés. Et lui est en train de restreindre les libertés, tout ça sous couvert de sécurité. C'est un peu les principes qu'on essaie de mettre en place ici. Au nom de la sécurité, je ne peux pas me défaire de la liberté. La liberté, c'est ce qui garantit justement la sécurité. Et justement, parmi les 7 pays concernés, l'Arabie Saoudite n'y est pas, parce que l'Arabie Saoudite, Donald Trump fait des affaires avec l'Arabie Saoudite, et donc n'entend pas évidemment vexer. Et pourtant, tout le monde commence à s'accorder pour dire que le wahhabisme devient un problème. Le wahhabisme devient un problème, y compris dans les pays du Maghreb. Voilà, c'est pas la forme d'islam sunnite que pratique le Maghreb ou que pratique la plupart des populations musulmanes. 01 40 33 9000 Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Melouli, Akli. Voilà, donc moi je rebondis un peu sur ce que Karim a dit, mais je rajouterai bien sûr tous les pays musulmans, pas uniquement l'Arabie Saoudite ni le Qatar. Tous les pays musulmans, leur lâcheté n'a d'égal que leur haine, j'allais dire, pratiquement pour leurs compatriotes, leurs congénères, en fait, du moins, ils n'ont jamais, mais alors à aucun moment défendu qui que ce soit par rapport à l'islam. Regardez, par exemple, quand vous voyez que les Américains, le peuple américain, je vais dire que parfois, il nous arrive parfois, bien sûr, de parler de l'Amérique en général, bien évidemment, et puis bon, le peuple américain est compris parfois dans nos critiques, mais aujourd'hui, quand je vois les Américains se lever comme un seul homme, vous avez parlé du Canada, bien sûr, par rapport à l'attentat, je parlerai aussi de tous les Américains qui sont allés dans les aéroports, brandir des pancartes pour dire que nous sommes un pays d'accueil, c'est-à-dire, pour nous les musulmans, je vais dire, peuvent rentrer chez nous, et ça, c'est extrêmement important. J'ai vu ça dans aucun pays arabe, encore moins dans notre pays, la France, parce que vous savez que tout à l'heure, pour reprendre un tout petit peu Karim, la France, pas uniquement par la bouche de notre ministre des Affaires étrangères qui était en Iran, parce qu'il y a un contrat d'Airbus assez conséquent, vous comprenez. Donc, le positionnement, il est toujours par intérêt. Et d'ailleurs, même Fillon dans son discours, parce que lui, il en fait un fonds de commerce, je veux dire, comme il a dit, dernièrement, c'est-à-dire s'il est élu, il doit régler le problème de l'islam, mais il a mis bien sûr en ligne de mire l'Arabie Saoudite et le comment dirais-je, le Qatar. Et bien évidemment, j'ai pas de sympathie particulière pour l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais il a ignoré comme ça d'une pichinette, il a oublié l'Iran. Parce qu'il y a aussi un beau contrat qui va lui permettre aussi, s'il est élu, bien évidemment, d'avoir suffisamment de ressources, alors que l'Arabie Saoudite aussi et le Qatar achètent quand même pas mal d'armes. Ce que je voulais dire, c'est que les Anglais aussi, vous allez certainement le dire dans votre rubrique, hein, Christophe, il y a 1 million, pratiquement 600 000 signatures contre la venue de Trump. C'est ça, oui, parce qu'il doit se rendre en Angleterre, effectivement. De deux, il y a eu des manifestations en Angleterre qui n'existent pas chez nous aujourd'hui, parce que la France était le premier pays à l'époque, le pays des droits de l'homme. À chaque fois, je me souviens, il y a des années certaines années où quand il y avait, je vais dire, des personnes qui ne ressemblaient pas de cette façon grossissante à Trump, mais qui étaient quand même, où il y avait des réactions ici de la part des
des hommes politiques, des partis, des manifestations, etc., des syndicats. Mais là, c'est pas le cas. Donc, les Anglais aussi ont manifesté pour dire à la première ministre, en fait, j'ai oublié son nom malheureusement, Theresa May. c'est-à-dire de prendre conscience qu'aujourd'hui Trump est en train, je vais dire, de salir un peu l'image des musulmans et qu'elle défende les musulmans anglais. Et donc, moi, c'est ça, qui m'intéresse, c'est de voir que des pays qui défendent les musulmans, alors qu'en réalité, bon, ils sont passés, alors que les pays musulmans aujourd'hui, par exemple, les pays arabes, bon, comme d'habitude, ils ont toujours une petite phrase comme ça, sibylline uniquement, pour dire bon voilà. Mais j'ai l'impression aussi de penser je pense à la chose suivante. J'ai l'impression que les Arabes, les pays arabes du moins, j'ai l'impression qu'ils se disent, c'est-à-dire les représentants, les responsables politiques, moi, chouette, moi je suis pas concerné, c'est l'Irak, c'est bien, moi je suis pas concerné. C'est-à-dire ils n'ont jamais ce genre de responsabilité. Je terminerai, si vous me permettez, avec juste quelques vers, Christophe. Ouais. Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui auront pressé aspirent à vivre libre. Envoyez-les-moi, les déshérités, que la tempête m'apporte. J'élève ma lumière et j'éclaire ma porte. Donc ce sont quelques vers gravés dans le bronze du pied de la statue de la liberté. C'est l'extrait d'un poème, donc écrit en 1883 par une immigrée, qui s'appelle Emma Lazarus, d'origine portugaise. Voilà, c'est une hymne en fait d'accueil pour tous les étrangers que les autorités américaines avaient choisi de mettre justement à cet endroit au pied de la statue pour donner une devise à la statue donc de Bartholdi que tout le monde sait est d'origine française. Merci pour ces vers en tout cas, merci beaucoup. Effectivement, Ahmed y faisait référence, Donald Trump qui devrait effectuer sa première sortie à l'étranger en Angleterre, effectivement de grosses manifestations, une pétition sur internet qui a dépassé le 1 million de signataires pour empêcher, pour dire à la première ministre anglaise d'annuler en fait tout simplement la venue de Donald Trump sur le sol anglais. Je pense que Ahmed a résumé pas mal de choses et c'était assez intéressant parce qu'il avait une analyse et notamment en rappelant quand même il a montré aussi que les gens sont cultivés quand même. C'est toujours intéressant parce que il a rappelé ce qui était écrit sur la statue et les principes. Mais je pense que ce que font les Anglais, il faudrait que partout dans le monde ça se fasse. Ouais. Parce que si à chaque fois qu'il doit se déplacer, il y a des pétitions, il y a des machins, il y a des pétitions, il y a des mobilisations, il y a les gens se renforcent. Je pense que effectivement il va peut-être se reposer des questions et ça va aussi interpeller dans le monde. C'est comme ça qu'on interpelle. Je crois qu'il faut arrêter de croire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à être utile et tout, c'est comment on est utile. Justement, c'est des petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières et les mers. Et donc il faut que on se mobilise partout, chaque fois qu'il y a quelque chose. C'est ce qu'il disait, on le déplore des pays de l'organisation arabe, c'est-à-dire que elle sert à rien. Je veux dire, il y a un moment, il y a rien qui se bouge. Ils ont aucune prise de position. Ils sont même pas d'accord entre eux, sauf à aller proposer que le Hezbollah finisse sur des trucs terroristes, enfin des choses qui sont on dirait qui sont direct c'est pour gérer les Arabes et non pas pour avoir une vision du monde. C'est assez hallucinant. Et donc je pense qu'effectivement il faut que les gens se réinterrogent. Il faut que les pays qui participent à cette organisation se réinterrogent sur leur participation. On peut pas cautionner des choses qui ne servent à rien et qui ne font le lit que de tous ces gens qui insultent en permanence une partie de la population mondiale. 30 secondes pour Samir de Saint-Ouen. Salut Samir. Oui, salut. 30 secondes, c'est bon. Ouais. Il faut y aller, mon ami. Allez. Samir, allez. Juste dire que, en fait, voilà, Trump, pour moi, c'est un personnage excessif qui fera pas long feu. Je sais pas comment il sera destitué, mais aux États-Unis, ils essayent de tout faire pour, à un moment donné, essayer de, voilà. Il a dit pour autant des bonnes choses, mais ça reste un personnage excessif. Moi, me rappeler quand même que c'est Obama aussi qui avait lancé ce truc, des ressortissants de pays étrangers qui devaient être interdits, et que le rapport, en fait, des relations étrangères, a montré que Washington a bombardé la Syrie du temps d'Obama, la Syrie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, et qu'il y a eu à peu près 3 bombes par heure dans les pays étrangers. Et que donc on peut pas tout mettre sur le dos de Trump, même si c'est un personnage excessif, et que voilà. Donc j'avais plein de choses à dire. C'est très utile. Non mais c'est très utile de le rappeler. Merci beaucoup Samir de l'avoir rappelé. C'est important à mettre dans l'échiquier. Merci beaucoup en tout cas Samir. Dans un instant on va découvrir aussi l'avis tranché de notre ami Hakim Menoui qui va rendre hommage un petit peu au militantisme, aux militants en l'occurrence qui sont encore présents, qui essaient de se faire entendre. Et notre ami Kamel nous attend aussi au téléphone dans un instant. On est de retour pour le LGF sur France Maghreb 2.
plus grande forme. Merci d'être avec nous avec la suite et notre ami Akli Benouli qui est avec nous aujourd'hui pour vous accompagner. Et puisqu'on parlait de Trump, vous savez qu'il y a 6 Iraniens qui sont toujours bloqués depuis samedi dans un aéroport de Amsterdam suite à la signature de ce décret. Il y a quand même pas mal d'incidents, donc des Iraniens, 6 au total bloqués depuis samedi dans cet aéroport d'Amsterdam. 01 40 33 9000. Est-ce que Kamel est là? Salut Kamel. Oui, salut Christophe, merci, salut à Climélouli, salut à toutes les auditeurs et auditrices. Écoute, moi je vais tout simplement dire que je m'aperçois finalement qu'il y a une excellence au travers des interventions, donc ça nous laisse supposer on devrait arriver à faire quelque chose avec tout ça. Moi j'écoute à la fois les auditeurs et les auditrices et je me dis que merde, il y a un véritable potentiel et passez-moi la trivialité des termes quelquefois quand je les emploie, mais c'est véritablement important. Et comme Akli soulignait tout à l'heure qu'il fallait bien évidemment s'engager en quelque sorte et faire des choses, eh bien tu as annoncé tout à l'heure cette initiative qui devait avoir lieu demain, qui est finalement reportée, et c'est pour ça que j'insistais pour vous avoir, qui est reportée à dimanche, parce que on a considéré sur ce rassemblement... De quoi tu parles, Marseille ou Paris? Alors, Paris. Paris, d'accord. Ouais. Je parle de Marseille, moi, c'est Christophe qui parle de Paris, mais c'est pareil. Oui, alors il y en a une. Alors excellent à Marseille et à Paris, avec le collectif Les Sans Étiquettes et les citoyens musulmans pour la paix, on a lancé cet appel pour être dimanche à 15h devant l'ambassade des États-Unis et bien évidemment pour marquer le coup. On sait que ce soir il y avait. Et pourquoi ça a été reporté? Comment? Pourquoi ça a été reporté à dimanche? Tout simplement, on s'est dit, parce qu'on a eu sur Internet des gens qui nous ont appelés, etc., qui viennent des grandes banlieues, et puis tous ces gens qui travaillent pour avoir c'est pour avoir plus de monde possible, d'accord. Ouais. Comme on a eu la préfecture, etc., tout à fait, toutes les choses sont en ordre, mais effectivement, pour donner la possibilité à un grand nombre de personnes, et on le souhaite qu'au travers cet appel, les gens viennent, appellent, c'est à l'initiative de ce collectif qui est Sans Étiquette, donc il n'y a pas de parti, etc. Les gens viennent comme ils veulent, mais il est important aujourd'hui de se mobiliser et d'être présent. C'est pour ça que très bien. Donc on rappelle, c'est l'essentiel de votre propos, c'est de rappeler que le rendez-vous initialement prévu demain en début de soirée devant l'ambassade des États-Unis reporté à dimanche 15h. Dimanche 15h, 9 place de la Madeleine, devant l'ambassade des États-Unis, et c'est une manière aussi de venir et s'indigner, parce que c'est très important ce qui se déroule. Et nous n'avons pas justement le fait de rester sur la touche. Nous ne devons pas rester sur la touche. Et les uns et les autres, et tu le sais, puisque tu le répètes à longueur de temps, sont là pour stigmatiser, que ce soit les gens de droite, de gauche, etc. Je crois qu'il faut véritablement que la société civile se fasse entendre haut et fort. Nous n'avons rien à quémander, mais tout à exiger. Et à exiger, la première des raisons à exiger, eh bien, c'est de nous respecter. Et nous devons être respectés. Merci Kamel. Très nombreux. Merci. Merci, à bientôt. Tu auras certainement l'occasion de nous rappeler pour nous refaire une petite piqûre de rappel, donc. Pour ce dimanche, soyez là et au rendez-vous est très nombreux. Alors, mon cher ami Akli. Donc, oubliez pas que demain, quand même, le rassemblement sur le Vieux-Port est maintenu, hein. Oui, oui. Parler de l'autre. Qu'on se trompe pas. Et bien sûr qu'il faut, moi je dis toujours, bien sûr qu'il faut être nombreux, il faut se soutenir, et quelle que soit la place où on est. Il faut pas militer. Et on venait à la vie tranchée. Savoir si là où on est utile. Il s'agit pas de dire que ceux qui sont à l'intérieur sont moins bien que ceux qui sont à l'extérieur ou vice versa. La question c'est les valeurs et ce qu'on mène comme combat. Est-ce que dans le combat qu'on mène, on peut être utile? On n'est pas obligé d'être toujours tous ensemble, d'accord. Il faut travailler sur des sujets qui nous amènent à travailler. Et donc tout à l'heure, tu me parlais de mon coup de cœur, c'est ça, Christophe? Enfin, de mon avis tranché, Christophe? Oui, si tu le veux bien, on va le lancer tout de suite alors. Voilà. Allez, jingle, c'est parti. Alors, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché, signé Akli Benouli pour parler des militants. Voilà. Alors moi, ce que je veux dire, c'est un hommage à tous ces militants qui se rendent utiles, qui sont souvent dans l'ombre, parce que aujourd'hui il y a des gens qui tentent d'exister. Donc effectivement, ils appellent, ils veulent créer tout ça parce que le but c'est d'exister, c'est de pouvoir dire, mais on voit pas l'apport qui les amène à la cause, et donc ou aux causes que l'on défend, qu'on pense juste. Et donc je crois qu'effectivement aujourd'hui, être utile, militer, c'est être utile. Être utile, c'est quoi? C'est parfois en portant des cartons, on est utile.
utile parce qu'on contribue. C'est pas forcément toujours dans la lumière. C'est comme une équipe de football. Je veux dire, on voit celui qui marque les buts, mais celui qui défend est utile. Il travaille dans l'intérêt de l'équipe. Donc aujourd'hui, si effectivement les gens disent sur tel sujet est-ce qu'on peut se rassembler, est-ce qu'il est utile de le porter, eh bien on le fait. Nous, tu me parlais Christophe de l'espace par exemple, il y a 10 ans, on pensait être utile. Pourquoi? Parce que on répondait à la loi du 23 février 2005 qui disait les bienfaits de la colonisation. Et on voulait dire qu'effectivement les bienfaits, c'est l'immigration, ce qu'elle apporte aussi à la société française. Tout ce qu'elle a fait, nos parents qui ont construit cette France. Avec d'autres, mais pas uniquement. Mais en tous les cas, c'est qu'ils ont été utiles à l'époque à la relance, etc. Et donc aujourd'hui, leurs enfants sont utiles à la recherche, sont utiles à la médecine, de la place là où on est. La question c'est, à l'époque on parlait de beurre, etc. Et nous on a voulu parler de franco-algérien en 2007. Parce que il fallait que, effectivement, c'était important que effectivement on nous qualifie, qu'on arrête de nous donner des pseudos ou de penser qu'on n'était pas telle ou telle chose. Et donc être utile, c'est soit contribuer à faire changer les clés du débat, soit contribuer à construire quelque chose, soit vous voyez. Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser quand on milite, c'est la question de l'utilité. Et c'est pour ça que mon coup de cœur tout à l'heure, tu m'avais dit quel était le coup de cœur et que je parlais effectivement des gens qui travaillent sur les maraudes, parce qu'en tous les cas ils sont utiles à des gens qui sont dans la rue et donc ils leur apportent à manger. Voilà, tout ça comme quand dans un réseau, quand on porte les cartons parce qu'on doit ranger les cartons parce qu'on a distribué des l'intérieur, eh ben on est utile, on est dans l'ombre, mais on est utile. Et donc il faut militer, c'est être utile. Quand je travaille dans mon parti, est-ce que je suis utile ou pas à des valeurs que je défends? Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est à partir du moment où on a plus on a l'impression qu'on n'est plus utile ou qu'on ne peut plus apporter quelque chose à l'édifice ou qu'on ne peut plus être locomotive, parce que il y a des gens qui veulent se mettre devant, mais pour être devant, il faut pouvoir te dire la truc, il faut pédaler. Et donc voilà, Christophe. Donc moi mon idée c'est de dire aujourd'hui, je rends hommage à tous ces militants de l'ombre que l'on voit pas forcément, ceux que l'on voit, mais dont le seul but, c'est d'être utile à l'intérêt collectif, utile à l'intérêt général, utile à la société, utile à l'humanité. Oui, merci Akli. C'est vrai que pour faire référence à ton avis tranché, ce que l'on peut entendre, c'est oui, tous pourris, machin, et limite on traite de collabos tous les franco-maghrébins qui vont dans les partis ou qui choisissent de rester comme toi d'ailleurs et comme beaucoup d'autres, pour peut-être faire entendre une certaine voix. Alors c'est vrai que ça se fait pas en un jour, mais au moins il y a des choses qui se font entendre, des changements qui sont apportés par justement ces gens-là. C'est pour ça, Christophe, j'encourage tous ceux à se dire, si vous pensez que vous êtes utile, faites-le de la place là où vous êtes. Ne laissez personne vous dicter votre conduite ou vous coloniser. C'est-à-dire que moi, les gens me disaient, à Clibelouli, on le dit d'ailleurs, difficilement gérable. Moi, je suis pas difficilement gérable, je suis difficilement colonisable. Donc, j'ai vocation à ne pas être colonisé. Et donc, j'appelle les gens à ne pas être colonisés, parce qu'il faut qu'ils gardent l'esprit clair et toujours se dire qu'ils sont utiles. Et puis après, effectivement, c'est normal qu'on se tienne de critiquer. À partir du moment où vous agissez, moi, j'accepte la critique quand elle est constructive, mais j'accepte la critique de ceux qui baillent devant chez eux, pas de ceux qui veulent déstabiliser. J'ai vécu ce genre de choses, je connais comment il fonctionne, la rumeur, les choses, pour justement essayer de déstabiliser. Si les gens ont des choses, dans ce pays, il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter, il faut les appliquer, mais en tous les cas, tu as raison de dire, Christophe, j'invite toutes ceux et toutes celles à s'engager là où ils veulent, là où ils pensent qu'ils seront les plus utiles à défendre, mais l'intérêt général. Après, c'est sur quelle valeur ils s'engagent, et ça, c'est la vraie question. Dans un instant, on va accueillir Choukri qui nous attend depuis Nanterre au 01 40 33 9000. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, en guise de coup de cœur, on écoutera ça. Tu touches à la corde sensible. Meksa. C'est l'origine. Abdelkader Meksa, donc tout à l'heure, écoutez, Abdelkader Meksa, donc mort jeune, à 34 ans, nous disait Akli tout à l'heure, ton voisin du côté de Créteil. Voilà. Il est mort à Créteil, le pauvre. Et donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu son répertoire qui est riche d'ailleurs, et de très très belles mélodies, comme beaucoup de chanteurs d'ailleurs algériens. Et c'est vrai qu'il y a cette spécificité quand même de musique kabyle. Alors pas la musique tu sais, la musique de fête. Là c'est de la musique kabyle avec de la guitare, de la voix, de la vraie musique quoi. Hein, tout à fait. Comme on aime. Allez, Choukri nous attend au téléphone. De la poésie. Salut Choukri. Oui, salut, bonsoir Christophe. Bonsoir Choukri. C'est la première fois que j'appelle et je suis un petit peu ému quoi, on va dire. Non, t'inquiète pas, on est que 2-3 là. Fais comme si qu'il y avait personne, laisse-toi aller et dis ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce qui se passe, Choukri? Alors, tout d'abord, j'aimerais parler
le silence de l'Arabie Saoudite en fonction de Trump, moi personnellement, ça ne m'étonne pas leur réaction, étant donné qu'ils sont en business ensemble, ils ont aucun intérêt d'intervenir sur l'interdiction des musulmans sur le territoire américain. Ouais. Et voilà. La deuxième chose, c'est une question pour Akli, étant donné qu'il fait partie d'une association franco-algérienne. J'aimerais lui poser la question, vu que nous, les Algériens en particulier qui vivent en France, on a un peu de mal à supporter l'atmosphère qu'il y a dans ce pays, et beaucoup d'entre nous envisagent de pouvoir repartir. Voilà, dans le sens inverse de ce que a fait nos parents. Et ma question est celle-ci. Il y a un monsieur qui s'appelle Rachid Nekaz qui fait beaucoup de vidéos qui passent sur YouTube. Il a un programme et moi personnellement je n'arrive pas trop à le situer, ce monsieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage en fonction de ce que vous connaissez de ce monsieur? Rachid Nekaz, Akli, alors t'en penses quoi? Écoutez, moi un peu controversé quand même comme personnage. Oui, plus que controversé, mais si vous voulez, le problème c'est que c'est toujours difficile de parler de parler de quelqu'un. Moi, je le connais bien, donc en plus, je vais soutenir quelqu'un d'autre lors des élections législatives algériennes, parce qu'il faut toujours être engagé. C'est quand d'ailleurs les élections législatives? Ça devrait être en avril, je crois. Ils n'ont pas encore. Ça sera apparemment, d'après mes infos, ce serait après le Ramadan. Voilà, ils sont en train d'annoncer là. Non, ils sont en train de préparer là début février. Là, je pense le gars, ils vont commencer à annoncer les choses. Bon. Donc, écoutez, le problème de Rachid Nekaz, c'est que moi, sans être démago, c'est parce que c'est toujours difficile. Moi, j'aime pas. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui aime diviser, sans langue de bois, client. Sans langue de bois. Je ne connais pas le programme de Rachid Nekaz. Ouais. Le problème, c'est que quand on veut se présenter à une élection, il faut avoir un programme. Dénoncer, faire de l'incantation, de l'agitation, ça fait pas un programme. Et c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui. Quand on veut se présenter, il faut un programme. Qu'est-ce qu'il veut pour l'Algérie, en fin de compte? Qu'est-ce qu'il veut défendre? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que moi, je connais aussi la situation. J'ai tous vu, hein. Les gens, ils sont dans l'opposition. Et puis le seul but, c'est de prendre la place de ceux qui sont là pour faire la même chose. Donc à la rigueur, il est où l'intérêt? Vous voulez dire que l'opposition ne pèse rien en fait finalement? Non, il y a des gens intéressants. Faut pas dire ça que ça fait des gens intéressants, mais je veux dire que là, on parlait de Rachid Nekaz. Moi, je vais vous dire, j'en connais. Moi, je connais la députée Chafia Bentalachela, même si ça dérange beaucoup de dire ça. En tous les cas, elle fait un vrai boulot sur l'article 51, sur la kafala. Elle a changé un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui. Vous savez, la kafala avant les enfants qui étaient adoptés, ils pouvaient pas circuler librement. Ouais. Elle est intervenue parce que ça, c'est des accords qui n'étaient pas respectés. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui ont du fond, qui connaissent ces dossiers. Il faut lui poser des questions de fond sur les dossiers algériens et on verra s'il connaît. Aujourd'hui, le problème de l'économie algérienne, effectivement, il faut réindustrialiser. On a besoin de plus de 12 000 industries à faire. Il y a des grands chantiers en Algérie. L'Algérie a des hommes politiques de qualité. Aujourd'hui, ils s'expriment pas parce qu'ils sont étouffés par un système contraignant. Il faut desserrer les taux. Mais en même temps, vous savez, ceux qui dénoncent souvent, c'est ceux qui veulent juste manger. Voilà. Bon, Nekaz veut manger alors. Ouais, c'est à vous de clarifier. Après, faut lui poser la question. Ouais. Voilà, Choukri. Bon, satisfait ou pas? Parce qu'il a été quand même candidat à l'élection présidentielle française. Ouais, on se rappelle, mais on se rappelle de l'arnaque aussi avec la présidence algérienne, où il avait perdu ses promesses dans un camion. Enfin, c'était un vrai. Voilà. Et comme en Algérie, il les a perdu. Moi, Christophe, les gens me posent la question, je vous le dis, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent si je vais être candidat en Algérie. Ouais. Je suis pour être élu, tout ça. Moi, je ne suis pas candidat en Algérie. Il y a des gens qui m'attaquent en pensant que je voudrais y aller. Je ne suis pas candidat en Algérie parce que je suis candidat, je suis élu en France. Par contre, je suis attaché à l'Algérie et je défendrai l'Algérie, pas le système. Je parle de l'Algérie, le pays, la terre de mes ancêtres, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je le dois à mes parents. Dois à mes parents. C'est la reconnaissance. Moi, j'ai la reconnaissance du ventre. Ouais, très bien. Ah, du ventre. Oui, par rapport à mes parents, je présente. Bien sûr. Et la reconnaissance des racines, puisque tu as mis une chanson. Je suis comme l'olivier. Je trempe mes racines très profond et j'essaie de résister à tous les vents. Bon, voilà, Choukri, ce qu'on peut obtenir de Nekaz de la part d'Akli, hein. Ah, d'accord. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que j'aurais voulu avoir une réponse un peu plus approfondie. Étant donné la situation du pays, nous, on est inspiré à repartir là-bas, mais quand on voit les gens qui sont en place, ça donne pas vraiment envie. Moi, personnellement, c'était l'un des en fonction de son discours, c'était un espoir quelque part. Voilà, Choukri, oui. L'espoir, c'est toi. L'espoir, c'est chacun de nous quand on est fédéré.
c'est pas parce que il y a des difficultés. L'Algérie c'est dur, y travailler c'est dur, s'y installer c'est dur, comme dans tous les pays du monde. Mais si t'as la foi et si t'as envie d'y aller, enfin la foi pas religieuse, laïque, parce qu'on va nous appeler en disant vous faites de. Non mais oui, si t'as envie. Mais quand tu vois des gens du gouvernement qui vendent 65% de notre gaz à la France et 35% qui reste pour le pays, vous trouvez aujourd'hui un kilo de banane à 550 dinars. Comment trouver cette foi? Choukri, il n'y a pas d'homme providentiel. Il faut ça pour faire changer ça, il faut remettre en place des mécanismes. Eh bien, tu peux le faire. Apporte ta contribution si t'as envie, si t'as vraiment envie. Vas-y, ce sera dur. Je suis un tout petit, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un tout petit, moi. Mais tu veux faire quoi en Algérie? Parce que non, mais il faut déjà que t'aies un projet. Si t'as envie de travailler en Algérie, ça dépend de ce que tu sais faire. Il n'y a pas de petit. Choukri. Il n'y a pas de petit. Notre faiblesse, c'est de penser qu'on est petit. La grandeur, elle est dans l'âme. Ouais. Bon, j'ai fait une blague, elle est passée inaperçue. Merci, a dit Christophe. J'ai dit Sarkozy est petit. Ouais, Sarkozy est petit, tu vois, Choukri. Oui. Mais bon, lui, il faut qu'il le reste. mais en tous les cas, écoute-moi, je pense que l'Algérie doit aller de l'avant. Je vais te dire, moi, ce que je pense, qu'il le veuille, qu'il le veuille pas, ce pays doit aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'enjeux, et ce pays doit aller de l'avant. C'est vrai que beaucoup de gens le freinent, il est sur la liste, souvent on parle de gens qui voudraient le déstabiliser ou d'autres, de l'intérieur comme de l'extérieur, je ne veux pas rentrer dans ces paranos, mais en tous les cas, il y a un vrai intérêt pour l'Algérie mondiale. Voilà, il y a un espoir. Il y a l'espoir d'avoir une vie meilleure et personnellement moi ça me gonfle de subir toutes ces pressions psychologiques, économiques, racistes et tout ce qui s'ensuit. C'est pas normal que nos parents aient libéré un pays et qu'on continue nous à souffrir dans le pays des autres. Choukri, moi je serais tenté de te dire, excuse-moi de te parler ainsi, mais celui qui abandonne le bateau en pleine route, c'est un peu abandonner ses camarades, donc c'est refuser un petit peu le combat. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce pays. La France est un beau pays, les Français sont de magnifiques personnes. Je serais tenté de croire et envie de croire que la majorité des Français ne sont absolument pas racistes et islamophobes, pour en connaître quelques-uns en tout cas. Donc c'est un peu lâcher la meute là pour le coup que de partir. Maintenant c'est ton choix hein. Mais voilà. Choukri, tu ne pars pas parce que ce que dit Christophe c'est vrai qu'il faut ça t'empêche pas de qu'on soit quelque chose en parallèle. Voilà, moi ce que je veux dire frère Choukri, il faut que les gens s'accordent pour le dire. Je vais te dire moi mon point de vue. L'axe Paris-Alger, c'est l'axe développement économique de la Méditerranée, comme je le disais précédemment, comme a été l'axe Paris-Berlin pour construire l'Europe. Il ne peut pas y avoir de Méditerranée ou de développement économique harmonieux et de prospérité sans un axe Paris-Alger pour la Méditerranée. Et donc aujourd'hui, en l'état d'idée qu'il y a un homme providentiel, c'est le peuple algérien dans son ensemble, ces enfants de la diaspora à l'extérieur, qui quand ils sauront s'unir, quand ils sauront travailler ensemble, quand ils sauront se lever, qui transformera ce pays. Allez, levons-nous, Choukri, d'accord? On se lève et on agit. Inch'Allah. Salut mon ami Choukri, tu restes avec nous, hein? Ok. Ça marche. 01 40 33 9000. Non, mais parce que d'abandonner, bah oui. Non, mais d'abandonner comme ça en plein, parce que dès qu'il y a la moindre difficulté, on abandonne. C'est faire preuve un petit peu de facilité et quoique parce que finalement de partir un petit peu vers l'inconnu, parce que lui il nous parle de partir en Algérie, mais il y va, je suppose, enfin peut-être sans trop m'avancer, qu'il y va certainement pour les vacances. C'est quand même autre chose que d'aller dans un pays d'origine pendant les vacances et d'y vivre totalement et complètement. Donc peut-être que dur, hein. Et là c'est intéressant, il y en a qui ont fait ce choix effectivement de rester ici et en même temps d'aider son pays d'origine, de construire quelque chose là-bas, d'ouvrir des projets, et comme ça on bénéficie pour tout le monde et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Après à chacun évidemment de faire son choix. Alors si vous le voulez bien, on va changer un peu de sujet pour parler du Québec. On connaît désormais le profil du tireur présumé, cet homme qui a assassiné 6 personnes dimanche soir dans la mosquée de la capitale provinciale. Ce suspect s'appelle Alexandre Bissonnette. Il ne faisait pas mystère de ses penchants nationalistes et identitaires sur les réseaux sociaux. Les 6 victimes sont des Canadiens binationaux, Algériens, 2 Guinéens, 2 Algériens donc, un Marocain et un Tunisien. 8 personnes ont également été blessées. Et hier, à Québec, par moins de 12 degrés Celsius quand même, eh bien, ce sont quelques milliers de personnes, 12 000 personnes pour être exact, qui ont rendu hommage à ces victimes. C'est quand même magnifique et ça c'est des images qu'on voit pas ici et c'est dommage. Vous voyez, le peuple canadien s'est levé d'une seule voix, le politique également.
je serais tenté de dire qu'on jalouse un peu cette fraternité, la réelle fraternité que l'on n'hésite pas à répéter à longueur de journaux, à longueur de ligne, dans nos journaux, dans les radios, dans les télés, de la part de nos politiques, égalité, liberté, fraternité. Ben ouais, mais c'est ça la fraternité. Voilà les Canadiens qui ont donné un bel exemple au monde entier de tolérance. Oui, vous êtes musulmans, oui, vous êtes des citoyens canadiens, et oui, nous allons nous lever d'une seule voix pour aller crier notre indignation contre ce terrorisme qui n'a ni loi ni religion. Et ça, c'est beau, messieurs, dames. Moi, j'ai envie qu'on retienne ça, Akli. Oui, moi je pense que le commenter, ce serait le dénaturer. Je crois qu'ils ont dit l'essentiel et il faut rester sur ces propos comme ça. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur le Québec. On montre aussi quand les gens restent humains, que effectivement quand les gens comprennent que c'est ensemble, que c'est dans l'unité qu'on fera front, qu'on assumera, qu'on se défendra et non pas dans nos divisions, comme on le disait précédemment pour l'Algérie. Je pense que, et tu l'as ressoulevé, Christophe, je pense que c'est quand les peuples se lèvent, il y a rien de plus beau qu'un peuple en marche. Eh oui, un peuple en marche, tiens, ça fait ça fait référence à quelques slogans là, en marche. Abdelrahman, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Akli. Moi, je voudrais revenir sur les États-Unis, sur Donald Trump. Ouais, il faut relativiser parce qu'en fait, depuis l'histoire des États-Unis, les États-Unis ont toujours cherché leurs intérêts. Et je commence par le premier président des États-Unis, c'est George Washington. Si j'ai une bonne mémoire, c'est 1797. George Washington, il a déjà massacré les Indiens. Donc ils ont commencé déjà à massacrer les Indiens. Et puis dans les années quand même début 1900, ils ont massacré les Noirs. La communauté noire aux États-Unis, ils n'avaient pas leurs droits, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Je tiens quand même à rappeler, dans les années 1900, même moi j'ai été aux États-Unis dans les années 90, il y a des bars où c'est marqué white only. If you are black, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, je pense, il y a des bars qui existent au Texas, etc., où c'est marqué white only. Et puis, on revient par exemple aux années 40, 44, Roosevelt, le président de l'époque, il voulait pas venir en Europe, il voulait pas aider l'Europe. C'est Churchill, le président des États-Unis, William Churchill, c'est lui qui l'a convaincu pour venir en Europe en lui disant qu'il y a un gros poisson à prendre, c'est-à-dire l'intérêt économique des États-Unis. Or que le général de Gaulle, il le dit dans son histoire, il dit qu'il était contre le débarquement des États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont pas venus comme libérateurs, ils sont venus comme colonisateurs. D'ailleurs, le général de Gaulle, il n'a jamais reconnu le débarquement des États-Unis, il n'a jamais célébré ça, il était contre. Donc, en 1961, quand même, il y a John Kennedy, il arrive au pouvoir, il déclare la guerre au Vietnam. En 1963, c'est la guerre au Vietnam, c'est le génocide, je pense, de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le napalm, ils ont utilisé toutes les armes modernes de l'époque, de 1963 jusqu'à 1975. Oui, mais ils sont repartis un peu, j'oserais utiliser une expression un peu, mais bon, vous m'avez compris, quoi. L'histoire des États-Unis, en plus, quand l'auditrice a dit que l'origine de Donald Trump, il est européen, allemand et écossais, etc., je tiens à rappeler quand même que les États-Unis ont été repeuplés parce qu'ils ont été colonisés par l'Angleterre. Donc, merci Abdelrahman, merci, il faut qu'on avance. Merci beaucoup en tout cas pour votre complément d'information, plutôt votre analyse sur Donald Trump. Information en bref, mon cher ami Akli, auditeur, auditrice, une réunion en urgence ce soir du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion pour discuter du tir de missiles de moyenne portée effectué par l'Iran il y a 48 heures. Pour l'ambassadeur israélien, cela constitue une violation de la résolution de l'ONU, affirmation que conteste Moscou ce midi, alors que Paris, par la voix de Jean-Marc Ayrault, juge que ce tir entrave le processus de confiance mis en place après l'accord de Vienne, réserve émise alors que le ministre français est en visite en Iran. Attention, monsieur le ministre, ne jouez pas trop avec le feu parce que le contrat pourrait vous glisser entre les... Voilà, entre les mains, ouais, pour pas dire autre chose. Donc voilà, alors c'est intéressant que Israël demande à l'Iran de respecter les résolutions, de la part d'un soi-disant État qui ne respecte aucune des résolutions. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est vrai, vous faites bien de le préciser, Christophe, les gens nous disent effectivement qu'Israël est une démocratie, etc., mais une démocratie... La plus grande démocratie du Proche-Orient. Oui, quand elle élit effectivement des gens, si nous on élit Marine Le Pen, on serait une démocratie, mais avec à notre tête des extrémistes. Il y a quand même des extrémistes dans ce gouvernement. Ah bah oui. Je suis en pas... premier lieu, le Premier ministre d'ailleurs. Et c'est marrant que le pays qui a bafoué
toutes les résolutions. C'est pas il a bafoué des résolutions. Toutes les résolutions, notamment surtout celles concernant la Palestine, et d'ailleurs la dernière en date, demandent le respect du droit international. Moi je pense que sur la Réunion, si j'étais à la Réunion, je demanderais justement le respect du droit international pour tout le monde, mais le respect de tout le droit international, et donc de leur demander ce qu'ils comptent faire de toutes les résolutions qui ont été prises et qui n'ont jamais été respectées. Voilà, absolument. Donc, vous voyez, c'est incroyable d'entendre des fois des choses dans l'actualité. C'est bon de les rappeler parce que dans les autres radios, dans les télés, on vous les met en bref comme ça. Non, là on s'arrête un instant dessus pour commenter et pour pointer l'incohérence des dires de la part de certains dirigeants de ce monde. Et je pense que même le peuple israélien, le peuple juif, en a marre de vivre dans cette psychose qui est générée aussi. Je pense que les gens ont envie de vivre en paix. Alors à quand qu'on mette les deux États et qu'effectivement on passe à autre chose et qu'on permette aux gens de vivre en paix et de vivre aux Palestiniens dans la dignité. Vous savez que quand vous bafouez constamment, quand vous humiliez des peuples, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils viennent vous embrasser. Ah, ça c'est sûr, tu mets une claque, je vais pas tendre ma joue pour l'autre claque, pour avoir une autre claque, quoi. Même les chrétiens le font plus, mon cher Christophe. C'est dire. Dans un instant, on va revenir avec vous, chers amis auditeurs, pour la suite de ce LGF. Je rappelle que entre 40 et 50 de 17h, vous aurez l'entière liberté de pouvoir nous appeler avec prénom et ville d'appel, c'est les règles à respecter. D'où de quelques endroit qu'il soit de cette planète Terre pour nous appeler 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Évidemment, c'est pas des monologues, attention, c'est juste des informations, un commentaire à faire pour que ce soit rapide, pour que ça aille vite. Tout à l'heure entre 40 et 50, juste avant cela le j'aime ou j'aime pas, et puis on va continuer de feuilleter un petit peu l'actualité. Et à cette question à laquelle je vais vous demander de réfléchir pendant la pub, Akli, est-ce que Benoît Hamon en état des choses actuelles, peut-il être le prochain président de la République? Je peux répondre complètement naturellement, monsieur, j'ai pas besoin de réfléchir avec la pipe. Mais je vous laisse quand même réfléchir parce que, quand même, à tout de suite. LGF, le grand forum avec Akli Melouli sur France Maghreb 2 pour vous accompagner bien sûr jusque 18h30. On est là, messieurs dames, ravis de vous retrouver avec tout à l'heure le journal de la CAN, parce que la CAN continue. Bien qu'il n'y ait plus d'équipe de pays maghrébins à la CAN, ça c'est regrettable. Après l'élimination du Maroc et la Tunisie le week-end dernier, on parlera quand même de ces demi-finales qui vont commencer demain. L'Égypte est là, en tout cas. L'Égypte, le Cameroun, le Burkina Faso et la troisième équipe, le Ghana. Et la quatrième équipe, le Ghana, évidemment. Donc c'est demain et jeudi pour les demi-finales. La finale, c'est dimanche. Coup de cœur musical tout à l'heure. Abdelkader Meksa tout à l'heure, à redécouvrir ce grand monsieur de la chanson algérienne de région de Kabylie sur France Maghreb 2. Vous allez voir, c'est une mélodie, même si on comprend pas forcément les paroles, ce qui peut arriver. Eh bien, on peut en tout cas se laisser entraîner par cette mélodie magnifique que nous propose donc Abdelkader Meksa. Information en bref avant de passer au j'aime ou j'aime pas, mon cher ami Akli. En Israël, le procès d'Elor Azaria se poursuit aujourd'hui. Ce soldat franco-israélien a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Il attend désormais de connaître sa peine. C'est lui qui l'an passé avait abattu un Palestinien soupçonné d'avoir mené une attaque à Hébron. L'homme gisait à terre, il était blessé. La scène avait été filmée et on y voit aussi des colons israéliens incitant les soldats à tuer le Palestinien. Cette influence des colons sur l'armée est pointée du doigt dans un rapport d'une organisation qui vient de paraître. Digne Ishaoff, ancien lieutenant appartenant aujourd'hui à cette association, Briser le silence, propose d'écouter ce qu'il dit, c'est intéressant. Elor Azaria est arrivé sur les lieux, il a chargé son fusil et il a tué d'une balle dans la tête ce Palestinien qui était toujours vivant. Mais autour de lui, il y avait une vingtaine de colons qui criaient et incitaient à la haine. Ils disaient « il faut que quelqu'un le tue ». Les colons tournaient autour avec des armes sur eux, comme si c'était eux qui étaient en charge de la situation. Et à la fin de la scène, sur la vidéo, on peut voir Elor Azaria aller vers Bachour Marzel, l'un des colons les plus racistes et extrémistes de la Cisjordanie, et lui serrer la main. Elor Azaria doit maintenant rendre des comptes à la justice pour ce qu'il a fait. Mais il y a d'autres gens et d'autres faits qui devraient être pris en compte, car sinon ce serait ignorer le fait qu'il y a une occupation qui dure depuis 50 ans, qui produit forcément des situations comme ça, impliquant des colons qui poussent les soldats à la violence. Plus qu'intéressant ce que dit ce monsieur concernant l'influence des colons qui, c'est vrai, en ce moment jubile avec l'arrivée de Trump, d'ailleurs, Akli.
Oui, moi je pense que ce que vient de dire la personne a la raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut condamner. Je crois qu'on ne peut pas laisser impuni. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, Christophe. Quand on humilie les gens, c'est pas, on faut pas s'attendre à ce que le monde nous renvoie des fleurs. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrête ces politiques internationales. Il faut plus de justice et il faut qu'on arrête que moi j'étais à l'époque pour que le tribunal international puisse s'autosaisir. Parce que au moins, il doit poursuivre tout le monde. Aujourd'hui, le tribunal international, c'est pratiquement, il poursuit que des Africains. Et ici, il a poursuivi le Serbie-Kosovo, mais j'ai l'impression que c'était pour l'exemple. Mais il poursuit personne d'autre. Donc, à un moment donné, un tribunal international qui ne poursuit que des présidents et qui, en plus, de façon arbitraire, détient le président de la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 3 ans, il y a une espèce de procès qui se tient. Ils ont aucun élément contre lui. Je parle de Laurent Gbagbo et on s'abuse. Ça, à la face du monde, ça donne pas une très belle image. Moi, je suis pour que il y ait un tribunal, une justice internationale indépendante qui puisse s'autosaisir et poursuivre tous ces criminels, quels qu'ils soient et quelle que soit la couverture ou l'apparat dans lequel ils se travestissent. Info en bref, toujours et encore à Paris, une perquisition était en cours tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Des recherches effectuées par la police dans le cadre de l'affaire Pénélope Fillon, alors que l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle ainsi que son mari ont été entendus hier séparément par la police dans le cadre de l'enquête ouverte pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel soupçons liés à des rétributions de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire et à la réalité de cet emploi. Et sachez d'ailleurs que cette perquisition n'a rien donné et n'a donné aucune trace de la présence de Pénélope Fillon. Voilà, donc les choses se compliquent pour Fillon quand même, pour le coup. Akli. Oui, un peu, j'ai l'impression. Mais moi j'ai envie de lui dire courage Fillon, quoi. Ouais. Parce que là, c'est quand même, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont à charge quand même. Donc apparemment il ne trouverait pas de badge, ni de mail, ni de ceci. Donc je pense qu'effectivement il va falloir qu'il clarifie beaucoup de choses, quoi. Ça devient un peu compliqué cette histoire. Allez, on va passer au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. J'aime ou j'aime pas, mon cher ami Akli, avec l'option si je m'en fous. Marine Le Pen devrait des milliers d'euros au Parlement européen. Alors, j'aime qu'elle soit poursuivie, qu'elle soit dénoncée. J'aime pas qu'elle doive des milliers d'euros au Parlement européen, par contre. Ouais, comme quoi. Et franchement, voilà. Donc, ouais, c'est juste un peu compliqué. Après 30 ans d'absence, officiellement, le Maroc est de retour dans l'Union africaine. J'aime. Avec pas moins de 38 pays sur 54 qui ont donné leur accord pour que le Maroc soit de nouveau dans l'Union africaine. Donc tu aimes. Oui, le Maroc appartient à l'Afrique, et donc il est important que le Maroc revienne dans l'unité africaine. Par contre, ils ont des préalables ou des prérequis, ça c'est pas possible. On rentre dans le truc, et après il y a les débats qui se font au sein de l'unité africaine. Malgré son absence, il a été nommé vice-président. Il s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Je parle toujours de l'Union africaine. Vous voulez que je réponde à ça ou... Bah non, j'aime pas ou je m'en fous. T'as le choix. Que l'Algérie soit vice-président de l'Union africaine, j'aime, parce qu'il faut savoir que quand même ils en sont fondateurs, ils étaient d'abord à l'EUA, que l'Algérie a même mis une taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'unité africaine. Je crois que l'Algérie a toujours financé, elle a toujours été panafricaniste, et donc j'aime que l'Algérie soit vice-présidente, quelle que soit la personne. Je préfère qu'elle soit jeune, mais qu'elle soit vice-présidente et qu'elle soit toujours un des éléments moteurs de l'unité africaine. Une éducatrice, ça se passe en France, mise à pied pour avoir critiqué les conditions d'accueil des mineurs étrangers. J'aime pas, parce qu'elle n'a fait que son travail, c'est-à-dire qu'elle est éducatrice, donc elle doit vous savez, quand on est détenu, moi j'étais à la commission nationale de déontologie de la sécurité, et on faisait les visites de prison. Quand on est détenu, on perd son droit, on perd sa liberté, c'est-à-dire on est détenu, mais on perd pas la dignité, et donc les conditions d'accueil doivent être dignes. Il faut arrêter avec ces gens qui pensent que les détenus doivent vivre dans des conditions exécrables, parce que et c'est comme ça qu'on punit les gens. Quand on traite les gens comme des animaux, faut pas s'attendre à ce que je vous disais comme tout à l'heure par rapport à l'humiliation, à avoir un retour des fleurs, quoi. Sur Twitter, certains internautes tweetos donc faisaient référence à l'absence de condamnation de ce qui s'est passé à Québec de la part de quelques politiques. Voici quelques noms: Jean-Luc Mélenchon, François Fillon ou encore Emmanuel Macron n'ont pas réagi à ce qui s'est passé au Québec, alors que Benoît Hamon l'a fait. Et François Hollande aussi. Et François Hollande aussi l'a fait. Ouais. En tant que président, là, c'est logique. Ouais. J'aime pas. J'aime pas
que les gens réagissent pas. Bah oui, j'aime j'ai bien compris. que les autres aient l'effet. Mélenchon, Macron, Fillon n'ont pas réagi, Le Pen évidemment. Benoît Hamon, puisqu'on en parle, lui sera reçu jeudi matin par le président de la République François Hollande après avoir été reçu par le Premier ministre hier. T'aimes pas ou... Oui, j'aime, puisque c'est le candidat qu'on a choisi, donc oui, j'aime. Ouais. Faut être cohérent, quoi. Oui, non, mais je sais pas. Moi. Je sais bien qu'il y en a qui veulent faire des primaires et qui veulent que ce soit tel ou tel, mais en tous les cas, à chaque fois qu'on a eu des primaires, pour une fois, parce que je sais beaucoup de gens me disaient, mais Akli, qu'est-ce que tu feras si c'est un tel qui sort, si c'est un tel? Et je disais à l'époque, faisons la primaire. Moi, j'espère que ce soit Arnaud qui sorte. Ça aurait dû être Arnaud normalement, mais faisons la primaire et on verra bien qui a. Donc maintenant, tous ceux qui critiquaient les autres, ceux qui se sont fait battre, eh bien, j'attends de voir ce qu'ils vont faire maintenant que c'est Benoît Hamon le candidat. Ou alors, c'est juste parce que, en fin de compte, c'est juste parce que on veut pas telle ou telle personne. Parce que si vous savez, c'est le problème, c'est le tout sauf moi, ça devient compliqué, quoi. Oui. Autre info important, le groupe SFR dirigé par l'Israélien Patrick Drahi a demandé au CSA de prendre le contrôle exclusif du groupe Next Radio, donc BFM TV, RMC Découverte et compagnie. J'aime pas les monopoles. On a déjà du mal à avoir une expression. Les monopoles, ça nous limite encore l'expression. Donc effectivement, qu'on n'aime pas les monopoles. Bernard Cazeneuve, puisqu'on en parlait, a demandé à Benoît Hamon donc d'assumer le bilan de François Hollande. Et c'est sur quoi d'ailleurs il a donc apporté son soutien à une condition que eh bien Benoît Hamon puisse parler aussi du bilan et du bilan positif de François Hollande. Bah, il est Premier ministre, il va pas dire l'inverse en même temps. Après, il peut toujours demander. Moi, je pense que c'est au candidat de savoir. Je crois qu'il faut revenir. On a toujours eu le droit d'inventaire au Parti socialiste. Ça a été utilisé par Jospin et par d'autres. Donc, je vois pas pourquoi Benoît Hamon ne pourrait pas faire aussi le droit d'inventaire. Le groupe Bouygues, l'opérateur Bouygues va tester, c'est une annonce importante, serait sur le point de tester la 5G pour fin mars. Bah, j'aime, effectivement, si ça accélère, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Et puis pour terminer, une dernière petite info, Mahmoud Abbas qui annonce sa venue à Paris et il sera reçu ainsi par François Hollande d'ici 2 à 3 semaines. Bah, j'aime si ça peut contribuer à faire avancer la cause du peuple palestinien, bien sûr qu'on ne peut que aimer. Eh bien merci beaucoup, c'était le j'aime ou j'aime pas pour ce mardi 31 janvier avec monsieur Akli Melouli jusqu'au gong, c'est parfait, on a été dans les temps et c'est très bien ainsi. Merci. 01 40 33 9000, préparez-vous messieurs dames, dans un instant la libre antenne bien sûr, rendez-vous attendu de tous et toutes. Mais on parlait tout à l'heure des primaires, autres primaires, mon cher ami Akli, autre vainqueur, autre question politique pour savoir si le choix de Benoît Hamon comme candidat pour le Parti Socialiste va pousser certains des députés à prendre des distances. Ces députés qui se disent réformateurs s'étaient retrouvés donc ce matin alors que dans le journal Le Monde, 2 d'entre eux ont publié une tribune. Le rassemblement, visiblement, c'est pas pour maintenant, mon cher ami Akli. Est-ce qu'il ne faut-il pas craindre une implosion au sein du Parti Socialiste? Et ma deuxième question, Benoît Hamon peut-il être le candidat qui pourrait remporter cette élection présidentielle en mai prochain? C'est une question, Christophe, hein? C'est une question. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, dans la conjoncture où on est, bien malin celui qui nous dira ce qui va se passer au mois de mai prochain pour la présidentielle. Aujourd'hui, on voit que la situation, elle est un peu, elle est un peu clair-obscur, quoi, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pense que Benoît, s'il arrive à fédérer aujourd'hui, il a tout le mois de février pour essayer de rassembler le maximum de gens autour de son programme, de l'affiner et d'essayer de créer la surprise, comme il l'a fait lors de la primaire. Ce sera bien sûr plus difficile parce que je pense qu'effectivement, il faudra qu'il y ait des soutiens. Apparemment, les Verts vont venir. Il faut créer la dynamique et donc il a une responsabilité lourde. En même temps, bien sûr que il peut, effectivement, tout le monde peut gagner la présidentielle. Dans ces candidats, donc il a quand même une logistique, il a un parti. Et vous avez raison de dire, ça dépendra de qui part, comment. Et est-ce qu'effectivement on va l'accompagner comme on a accompagné François Hollande et d'autres candidats, ou est-ce qu'on va l'accompagner comme on a accompagné Ségolène? Voilà, c'est aussi une des questions qui aura, à mon avis, des réponses dans les prochains jours. Mais en tous les cas, de toute façon. Et une implosion du Parti Socialiste?
Tout est possible, Christophe, parce que j'ai l'impression que je vois bien un peu les déclarations de certains. Je pense que cette ligne qui était minoritaire, jamais on aurait pensé qu'elle deviendrait majoritaire dans le parti, parce que c'est ça l'objectif, le résultat. Et donc il y a effectivement, il y a toujours des mauvais joueurs ou des mauvais joueurs qui effectivement commencent à regarder si l'herbe pourrait être plus verte ailleurs et qui pensent que Benoît peut perdre. Et donc voilà, donc il y a du courage Fillon, pas le Fillon de Fillon, mais le même quoi. Et donc je pense qu'effectivement on va avoir quelques indicateurs dans les jours prochains. Et puis il faut que tout cela, ils doivent penser aussi qu'ils ont une législative. Et vous savez, le meilleur moyen d'aborder les législatives, c'est surtout pas d'aller en ordre dispersé, c'est au contraire de faire front. Donc voilà, parce que être président c'est une chose, mais avoir une majorité c'est une autre chose. Je rappelle les sondages quand même qui ont été donnés après le deuxième tour de cette primaire de la gauche. Qui donnerait donc en tête Marine Le Pen, on parle évidemment du premier tour de l'élection présidentielle, au coude à coude d'Emmanuel Macron et François Fillon à 22% ou 21%. Benoît Hamon, lui, arrive en quatrième position avec 15%, devant Mélenchon à 10%. C'est intéressant, lui qui doit rencontrer Yannick Jadot aujourd'hui. Pour essayer de trouver un rassemblement, une union en tout cas, et devrait rencontrer Mélenchon, mais visiblement les hommes n'entendent pas céder leur place. Voilà, bien sûr qu'ils n'entendent pas céder leur place. C'est quoi, c'est un problème d'ego? Non, mais Jadot c'est autre chose, c'est un problème de négociation de législative aussi. Faut pas se tromper non plus, il y a des mathématiques à faire, parce que quand vous avez plus de partis, quand vous n'avez pas d'élus, etc., que vous n'avez pas le nerf de la guerre, c'est l'argent, parce que vous gagnez 1,66 €, je crois, par voix. Quand on est, il faut un certain nombre de députés, enfin de voix dans un certain nombre de secteurs de territoire, c'est un peu complexe, mais bref. Et donc du coup, vous bénéficiez d'une rente. Et cette rente, pendant 5 ans, elle vous permet de faire tourner votre parti. Donc si vous l'avez pas, c'est difficile. Donc les gens vont réfléchir. Et puis Mélenchon, il n'est pas propriétaire de ses voix parce qu'il a aussi avec lui les communistes. Ouais. La question, c'est que vont faire les communistes? Parce qu'ils pourraient très bien faire volte-face et venir soutenir Benoît Hamon. Donc il y a plein d'inconnus. Vous voyez quand même le nombre d'inconnus. Benoît Hamon qui parle de 6ème République aussi. Voilà. Ben oui, ce qui va à tout le monde. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus, Christophe, qui font que aujourd'hui, c'est à mon sens un peu prématuré de pouvoir avoir une grille de lecture aussi assez fine, de pouvoir avoir des indicateurs. Aujourd'hui, les sondages sont faits à l'instant T. Je pense que début mars, on va vraiment y voir plus clair. Et à titre personnel, je souhaite qu'effectivement Benoît Hamon l'emporte. C'est ce qui, sinon on l'aurait pas soutenu. Donc satisfait du résultat du deuxième tour de la primaire, Akli. Oui, à titre personnel. À titre personnel, bien sûr. J'ai à titre personnel. Et puis je pense que voilà, on a une ligne beaucoup plus claire de gauche. Voilà, donc on va aller de l'avant. Allez, merci d'être avec nous. Il est 17h40 précise sur France Maghreb 2. Peuple du monde, peuple de France, à vous de parler, à vous de prendre la parole. Dispositif exceptionnel qu'on vous offre tous les jours sur France Maghreb 2. Vous nous appelez de n'importe où de la planète Terre et vous prenez la parole, prénom et ville d'appel pour nous dire ce que vous voulez. C'est pas des monologues, faut que ce soit évidemment assez rapide pour laisser un maximum de personnes. 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000. À vous la parole, messieurs dames. Le peuple de France et de France Maghreb 2 s'exprime maintenant. Alors bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Moïse de Marseille. Salut Manji. Voilà, je salue Akli, merci. Je viens de rentrer dans la zone de couverture de la radio. C'est juste pour une autre pique de rappel pour demain. Sachant que l'objectif demain, c'est vraiment rendre hommage aux victimes et de rappeler les conséquences d'un discours politique. Qu'est-ce qu'il peut amener, parce que... C'est où et à quelle heure, Manji? C'est à 18h au Vieux-Port de Marseille, sur l'Ambrière. Et surtout, moi j'insiste surtout sur le discours qui doit être le nôtre maintenant, c'est de rappeler vraiment rappeler aux hommes politiques qu'ils ont une responsabilité lorsqu'ils prononcent les mots qu'ils prononcent. C'est ça en fait. 18h demain au Vieux-Port. On savait pas tout à fait, mais moi je pense du temps en fait. Oui. Stop. C'est pas un monologue, mon gars. T'as rappelé l'information, demain 18h Vieux-Port, et en plus ton ami Akli l'a rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure. On a fait le boulot, Manji. On a fait le boulot. Salut mon gars, à bientôt, bonne soirée. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. À vous de prendre la parole, on vous la donne, messieurs dames. 01 40 33 9000, c'est à vous de parler. Prénom et ville d'appel, c'est ce qu'il me faut évidemment pour que vous puissiez nous dire ce que vous voulez, une information à faire passer, un événement qui se passe près de chez vous. C'est le moment d'agir. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Jamel Le Chaoui. Salut Jamel.
Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où, Jamel? Paris. Paris, on t'écoute, Jamel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont les Chaouis? Une revendication Chaoui ou pas? Comment? Une revendication des Chaouis ou là, non? Non. Ah oui, justement, à ce sujet-là, je voulais rappeler un petit détail. Bon, peut-être qu'il n'a pas trop son importance, mais quand même, c'est culturel. Quand François Hollande a appelé, vous avez eu un entretien, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près, là, une semaine ou deux, il avait dit qu'au musée du monde arabe, il y avait une exposition sur Biskra. Ouais. La culture de Biskra. Ouais. Je voulais juste rappeler que Biskra, c'est Chaoui. Hein. Voilà, c'est la culture Chaoui. Hein. Ok, bah c'est dit, c'est rappelé. Merci, Jamel. Attends, j'ai pas terminé. Ouais, mais non, tu rappelleras la prochaine fois, mon ami. C'est hop, on y va. Il faut que ça aille vite, là, les gars. Hein. C'est trop mou, là. 01 40 33 9000. Il faut que ça s'agite. Il faut y aller. Il faut se lever d'un seul homme. Allô, bonsoir. Ouais, Jamel, salut. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler maintenant, pour nous donner une petite information, un petit truc qui se passe près de chez vous, une petite réaction par rapport à ce que l'on a évoqué dans l'émission. Un petit bonjour à passer, engueuler à Cli, n'hésitez pas. 01 40 33 engueuler à 9000. Cli, non, mais pourquoi pas? Non, je plaisante, bah oui, bien sûr. Ah, pourquoi pas? Parce que je suis inengueulable. Allô, bonsoir. Bonsoir, salut Christophe, salut mes amis, Abdel Lorient. Oui, Abdel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voulais vous expliquer comment les futures présidentielles, hein, c'est juste mon avis. Je pense que si Benoît Hamon parle un petit peu plus du RFI concernant les artisans et tout ça, parce que Macron il avait frappé fort là-dessus, il a dit qu'il voulait éliminer le RSI, et c'est ce qui plombe en fait les sociétés. Tout à fait. Donc si Hamon va dans ce sens-là, il va gratter facilement Macron et il va passer devant et il prendra ses présidentielles. C'est ce qu'avait dit Arnaud Montebourg aussi. Et d'ailleurs, il s'est prononcé contre le RSI et la question lui a été posée dans le débat. Tout à fait, parce que c'est ce qu'avait proposé Arnaud Montebourg dans son programme, donc il a repris. Ouais. Ah oui, il a copié Arnaud. Non, il a pas copié. Ouais. C'est pas copié. On est ensemble. Bien sûr. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Ouais, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Salim de l'Essonne. Ouais, Salim, qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais apporter une information là que j'ai entendue hier soir sur Internet. Ouais. Concernant des CD qui auraient été envoyés par des personnes. Des quoi? Des CD. Des CD. Ouais. Des faux CD de Coran qui auraient été envoyés à des personnes de confession musulmane. Ouais. Donc apparemment, ce seraient des CD empoisonnés. Donc, juste pour dire aux auditeurs que s'ils reçoivent ces CD, ne pas les ouvrir et les présenter au commissariat le plus proche. Ok, Salim, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Bon, après on peut toujours avoir tout et n'importe quoi sur Internet aussi. Hein. Faut faire attention à ce que l'on lit, à ce que l'on lit sur Internet. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe, c'est Youssef du Havre. Salut Youssef, qu'est-ce qui se passe? Moi j'appelle juste pour un petit coup de gueule, si tu me le permets, Christophe. Vas-y, pousse ton coup de gueule. C'est de dire que pour moi, nos parents ont échoué dans notre éducation quant à réunir la communauté musulmane et Satkan le prouve. Quand je vois les insultes et puis les embrouilles qu'il y a entre les communautés juste pour des matchs de foot, j'en deviens fou. Voilà, tu as raison. Ça va-t-il, mon Bézo? Allô? Ça va-t-il, mon Bézo? Ça va très bien, merci. Ah, c'est un copain à toi, ça y est, vous connaissez? Non, mais du Havre, c'est des Bézos, le Havre. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. C'est le Havre, hein. Mais moi, j'avais pas compris. La famille, j'ai des amis à moi, j'ai les Hamzaoui, tout ça, les Belkacem, Angelo, tout ça, c'est du Havre, tout ça. Voilà. Ah, bah, je connais très bien, c'est de bons amis à moi. Voilà, tu vois, donc tu l'as passé tu passeras le bonjour, hein. Dakli, voilà. Allez. Salut, à bientôt. Ciao, Bézo. Salut, à bientôt. Un petit coup de Arnaud Macrolan et puis c'est réglé. Voilà. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler aussi de l'étranger, d'Alger, Rabat, Tunis, allez-y, n'hésitez pas. 01 00 33 1 40 33 9000. On vous offre la parole sur France Maghreb, on vous la donne en tout cas avec grand plaisir d'ailleurs. À vous d'en prendre, d'en faire bon usage. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Bonsoir Christophe, c'est Chayenne de Toulouse. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci vous. Chef d'entreprise qui nous écoute dans son bureau. Alors franchement, moi pareil, c'est pour un coup de gueule. Ouais. Si vous me le permettez. Ah bah, je vous en prie. Franchement, on a marre qu'on soit en 2017 et en être encore là des mecs qui se frottent à des nanas dans le transport en commun, ça c'est vraiment pénible. Ah, c'est dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Et franchement, je vous avouerai que ça fait un petit moment. Alors quand ça m'arrive pas, moi ça arrive à d'autres, je le vois, des mecs mais vicieux qui se permettent de... Franchement, ça me dégoûte. En France? Bah bien sûr en France, Akli. Bien sûr en France. Akli prend pas le métro, c'est pour ça. Je crois que même les gens au bled ont arrêté de faire ça.
Ben oui, je sais ce qu'allais vous dire. C'est devenu plus grillé, quoi. Cheyenne, vous savez ce que vous faites? Vous savez ce que vous faites quand ça vous arrive? Oui. Vous mettez un petit coup de coude, mais alors bien, tu sais, avec le pointu là, tu sais, l'os là, un petit coup de coude, mais, bon, pas trop fort non plus. Mais crois-moi que ça va lui faire mal. Cheyenne, je peux vous faire. Je réagis directement. Je dis, mais vous faites quoi en fait? Je vous dérange pas, ça va? Ouais, ça va. Je me rapproche un peu plus. Bah là, si en plus, oui, mais si en plus vous lui proposez quand même, Cheyenne, voyons. C'est hallucinant. Et pour anecdote, si vous permettez, Christophe, 2 secondes, c'est trop bonne. J'avais une collègue moi là, un jour qui prenait le transport, et elle m'a dit un jour, il y a un gars qui lui a dit qu'il l'affrontait justement comme ça sans le faire exprès apparemment. Il dit excusez-moi madame et tout ça, et ma collègue était un peu âgée. Elle lui dit vous savez à mon âge on ne croit plus à cela. Bon en tout cas protégez-vous si vous avez besoin de la garde du corps, on est là. Je suis sûr que ça peut arriver même des fois on est en voiture. En voiture. Là se frotter en voiture c'est plus compliqué chez elle quand même. C'est plus de dégâts. Je vous assure que des fois en voiture il y a des gens qui font des appels de phare. Ah oui bon, c'est mignon. C'est parce que vous devez, c'est parce que votre beauté doit les troubler, ma chère Cheyenne. C'est ça. Non, je suis pas aussi belle que ça quand même. Mais non, vraiment là, c'est pénible. Là, ça vient de... En fait, vous avez raison. Je vous appelle parce que je suis sortie, j'avais un rendez-vous, je viens de revenir au bureau, j'ai mis la radio, j'ai un peu chial, il faut que j'appelle. Eh ben, c'est fait. Il m'arrivait à l'instant et je trouve ça vraiment, mais c'est con quoi. Enfin, je veux dire, il y a une facilité de faire des rencontres aujourd'hui. N'importe qui va sur un site internet peut trouver de tout et de n'importe quoi. Donc pourquoi se frotter à des gens que tu ne connais pas? Ouais, bah ouais, les pervers sont sortis. Ils acceptent tout simplement sans rien, ils attendent rien, ils veulent que ça. Merci. C'est les écologistes, ça. Oui, c'est les nouveaux. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Bonne soirée. À vous et merci. Et prenez soin et un grand bonjour à la Ville Rose de Toulouse. La Ville Rose. Toulouse 01 40 33 9000. Mais c'est vrai, hein, cette histoire de mecs qui se et surtout dans les heures de pointe, tu sais, on est serré, tout ça, machin. Il y en a qui se frottent exprès contre les femmes par derrière, parce que évidemment, ce sont des lâches. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Tu te frottes pas dans les transports, Mohamed. Mohamed, non, il prend sa voiture, lui, il est sage. Exactement, je voulais parler d'autre chose, mais là, comme la dame a parlé de ce sujet de ceux qui se font embêter dans les transports, il y a un très beau film égyptien là-dessus, hein. La ligne 41, je crois que ça s'appelle. Ah oui, c'est vrai. C'est égyptien ou iranien? Non, c'est égyptien. Égyptien apparemment. Ouais, égyptien. Il me semble, oui, égyptien. Et puis, en fin de compte, elle s'aperçoit que il y a aussi des femmes qui recherchent. Et elle s'amusait, elle est carrément, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle punissait, vous savez, elle faisait des expulsions punitives dans le bus. Elle faisait des attentats contre ces mecs-là. Ah ouais. Ah, c'est une bonne démarche. Ouais, il recommence pas au moins. Hein. Mais bon, moi, je vous appelais pour autre chose. Si vous me permettez, je voulais vous féliciter pour toute l'incitation que vous avez fait aux gens pour aller voter. Moi, personnellement, j'y croyais pas et en fin de compte, le résultat est là. Vous aviez raison. Voilà. Merci Mohamed. On a un peu raison de temps en temps. Merci Mohamed. Salut. À bientôt. En tout cas, 01 40 33 9000. Pour nous appeler, il reste peu de temps là. Allez-y. C'est le moment de décrocher son téléphone. On insiste. 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, Yacine, Andy. Salut Yacine, tu nous appelles d'où, pardon? Andy, dans le Val d'Oise. Ah, dans le Val d'Oise, ok, je connais pas. On t'écoute Yacine. Oui, moi j'appelle parce que j'aurais voulu savoir pourquoi nos chaînes ne nous diffusent le film Le Messager, sachant qu'on a toujours des films qui concernent les autres religions, etc. Et Le Messager, je pense que ça serait vraiment un très très bon message pour toute la communauté. Quand tu dis nos chaînes, tu parles de qui? De la télé française ou des télé La télé française, notamment France 2. J'ai d'ailleurs écrit et puis on m'a répondu que ce film n'était pas prévu au programme, etc. Et je pense que c'est vraiment un film qu'il faudrait diffuser avec Anthony Quinn, Irène Papas. Ah, il est magnifique ce film, magnifique. Et ça serait bien qu'on puisse nous le montrer. On a le droit à toutes les autres religions représentées à la télé. Et ça, c'est un très bon film qui est tolérant et qui montrerait à tout le monde ce que c'est les origines de l'islam et puis la paix, etc. Donc, merci Yacine en tout cas. J'adore Anthony Quinn, surtout dans le Zorba le grec. Merci Yacine, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, on n'a plus le temps. C'est fini. Christophe. Oui. Juste, je peux 2 petits messages. Oui. Parce que tu sais qu'on a notre présidente de Paris, Ouda Bendib, qui vient de perdre son papa, Monsieur Bendib, à Sétif. Donc lui transmettre mes hommages. Et c'était le premier imprimeur libraire de Sétif, Christophe.
Ah ouais. On a parlé d'Algérie. Ah ouais. Et puis un petit clin d'œil à notre ami aussi de Marseille qui nous écoute, Saïd Joliette, qui va être candidat pour le RCD à Marseille. Donc voilà, lui faire un petit clin d'œil à Saïd Joliette, un homme très engagé, un militant de la cause et qui a toujours fait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'avais partagé un truc sur mon mur, Christophe, sur son parcours à Saïd Joliette. Fatch 2 avait fait un portrait de Saïd Joliette. Très bien, dans un instant ton coup de cœur, Akli, à tout de suite. Jeff, le grand forum, merci d'être avec nous, avec dans quelques minutes l'ami Amar que vous allez retrouver, qui va nous parler et nous donner les principaux événements qui ont marqué cette date du 31 janvier. Il s'en est passé quand même des choses, 31 janvier. C'est ce qu'on verra tout à l'heure après le flash de 18h avec l'ami Amar, le journal de la CAN, la télé pour ceux qui veulent la regarder ce soir, et puis musique, on aura ça. Ouais, je lui ai dit que vous aurez la musique kabyle. Christophe, t'as tous les gens qui nous suivent qui te disent Azul Christophe, Azul Christophe. Azul, Azul. Et t'as quelqu'un qui demande si Pénélope est dans le studio. Non, Pénélope. Non, elle est pas là. Elle est pas là, Pénélope. Non, pas de Pénélope. Voilà, elle sera peut-être bientôt là, mais pour l'instant, elle l'est pas, hein, Pénélope. Quoique, elle peut être là, elle peut être embauchée par France Maghreb 2 sans qu'on ait eu de traces d'elle, hein. Je ne sais pas. C'est possible. Hein, tout est possible aujourd'hui. Apparemment, c'est le cas. Ah, elle est embauchée, oui, je sais pas. Ah oui, bon bah écoutez, je ne sais pas. Moi, je l'ai jamais vu en tout cas. Voilà, je confirme. Allez, on va passer maintenant, si vous voulez bien, au coup de cœur de Monsieur Melouli. Jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Ton coup de cœur, Akli. Alors pour continuer par rapport à mon avis tranché sur les militants, mon coup de cœur va à tous ces gens qui passent beaucoup de temps dehors, la nuit, dans le froid et tout ça, dans les maraudes pour aller à la rencontre des gens qui souffrent, pour leur apporter un repas chaud, des chaussettes, des manteaux, enfin les choses qui peuvent leur permettre de ne pas trop souffrir du froid et de la misère dans laquelle ils sont. Et donc voilà, si vous avez autour de vous des gens qui sont dans les stations de maraude, et si vous avez quelques deniers ou quelques éléments à donner, n'hésitez pas, parce que ça va permettre à des gens de passer cet hiver ou de pouvoir manger à leur faim. Et donc voilà, donc c'était un vrai coup de cœur pour toutes ces personnes anonymes de la night qui font le tour de Paris, des environs, pour aller vers les réfugiés, vers les SDF, vers tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de notre solidarité et de les accompagner dans ces moments difficiles. Merci Akli pour ce rappel bien utile en tout cas, et évidemment un salut fraternel à tous ceux qui se mobilisent et qui usent de leur temps aussi pour aller aider ceux qui en ont réellement besoin. Alors tu sais que j'aime bien quand même mettre les choses au clair, Akli. Il y a une petite phrase qui a été mal perçue que tu as prononcée vendredi dernier de la part de certains membres de cette équipe à propos de la finance islamique. On rappelle ce que tu as dit d'ailleurs à propos de la finance islamique? Non, j'avais dit, on m'a dit la finance islamique, je me dis est-ce qu'ils vont égorger les billets quoi en faisant de l'humour, mais c'est vrai que comme il y a des gens qui sont tellement malsains vis-à-vis de la religion de l'islam et tout ça, des musulmans, c'est vrai que il y en a qui ont maltraité, mais je pensais que compte tenu de mes trajectoires, de mes positions, on pouvait pas y voir autre chose que de l'humour, peut-être un mauvais humour pour le coup. Ouais, en tout cas voilà, ça a pas plu à certains, voilà. Ouais, mais certains non, ils en ont expliqué. Mais c'est normal que les gens défendent. Mais tout le monde est un peu à vif. Il faut juste se détendre. Il faut arrêter d'être dans la parano aussi de côté quoi. Parce que sinon on peut plus parler. Non de mais rien. tu restes libre de ce que tu. Et moi je l'assume. Voilà. Et justement tout à l'heure je parlais des maraudes. J'ai dit de Paris et les environs. J'aurais pu aussi parler de Marseille. La fille justement de cette jeune dirige une association très égaux qui fait toutes les maraudes à Marseille. Parce qu'il n'y a pas que Paris, Marseille, Lyon. Alors je rectifie parce que sinon je serais resté bloqué que sur Paris. On aurait l'impression que c'était Paris contre la province. Je voulais vous parler pour finir, Akli. C'est la première garde à vue dans ce sombre fait divers. Un jeune homme retrouve à l'actualité française là, un jeune homme de 17 ans qui s'est rendu de lui-même à la police hier soir. Il était recherché dans le cadre de l'enquête sur le meurtre à coups de couteau d'un lycéen survenu quelques heures plus tôt à quelques pas de son établissement dans le 20e arrondissement de Paris. Mais les enquêteurs doivent encore déterminer son niveau d'implication. C'est un suspect intéressant, hein, selon des sources policières, placé en garde à vue, donc que la police le dissionne actuellement et espère comprendre ce qui s'est passé exactement, car des circonstances du drame sont encore floues. C'était hier lundi, à l'heure du déjeuner, une altercation éclate à proximité du lycée Charles de Gaulle, à une rue du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Une bagarre violente, selon les témoins, à tel point qu'un couteau est sorti et l'un des jeunes s'effondre. Il est mortellement blessé, il avait 17 ans.
Pour quelle raison cette rixe s'est-elle déclenchée? Les camarades de classe de la victime ne le savent pas. Ils évoquent une personne bien intégrée à un établissement scolaire calme. S'agit-il d'un règlement de compte? L'hypothèse n'est pas à exclure puisque quelques heures seulement après le drame, un autre incident éclate dans un lycée non loin de là. À un quart d'heure de marche, une vingtaine de jeunes extérieurs à l'établissement essaient d'y pénétrer en force mais sont refoulés par le personnel. L'un de ces jeunes de 15 ans s'était lui aussi rendu à la police hier soir. Alors les deux événements sont-ils liés? Il faudra attendre la fin de la garde à vue du suspect. Intéressant pour en savoir plus donc sur ce qui s'est passé hier devant ce lycée parisien.